Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, toujours un bonheur de vous retrouver. On a encore plusieurs commentaires. Edith nous dit... J'apprends beaucoup sur moi par rapport aux invités. Quand je suis seule, j'en écoute et c'est comme si j'avais quelqu'un à mes côtés qui écoute mes problèmes. Je me sens moins seule. En tout cas, pour moi, ça marche. Je recommanderais ce balado aux gens qui veulent se comprendre davantage ou qui veulent cheminer dans la vie. Je trouve ça beau, ça, parce que c'est ce que les invités viennent faire en se confiant. On dirait qu'on a comme quelque chose qui pourrait, ce n'est pas une thérapie évidemment, mais quelque chose qui pourrait quand même s'apparenter dans le sens qu'on finit par se poser des questions. Monia nous parle de l'épisode de Jessica Arnois. D'ailleurs, on a eu beaucoup de commentaires sur cet épisode-là. Elle dit « Dire que j'ai failli ne pas écouter ce podcast. Ouf! Je serais passée à côté de quelque chose. Merci à cette belle invitée extérieure comme intérieure. » Toujours pour l'épisode de Jessica Arnois, Bianca nous dit « Tous les épisodes d'Ouvre ton jeu sont des moments riches de partage et de connaissances, mais là, quelle découverte! Jessica a en quelque sorte validé et conforté dans mon regard sur la vie, l'humain, la simplicité, l'enfant intérieur et l'émerveillement, des sources à nourrir et cultiver dans chacun de nous. J'ai adoré cette rencontre et très, très heureuse de la découverte de ce bel humain. Effectivement, moi aussi, j'ai découvert cette femme-là. Jessica, je la connaissais quand elle fait beaucoup de chroniques sur les vins. On voit ces vins bu dans les épiceries, je pense peut-être dans les dépanneurs, en tout cas dans les épiceries. Elle a écrit des livres. C'est une femme d'affaires, une femme engagée. Mais sur le plan personnel, je suis vraiment contente de l'avoir découverte. On sent qu'elle avait fait aussi beaucoup de travail sur elle. Elle a répondu à beaucoup de ces questions qu'elle a eu la générosité de nous partager. Donc, ça continue. Hein? On est rendu à vraiment plus de 100 épisodes disponibles. Puis si vous vous rendez soit sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou Google, peu importe la plateforme, les épisodes sont tous disponibles. Donc, c'est facile de retourner en voir un. Si vous n'avez pas vu Jessica, c'est facile de le retrouver. Et c'est quand même impressionnant de voir tous ces épisodes-là maintenant défiler. Et ça n'arrête pas, là. Je ne suis pas en train de vous dire que ça arrête. Ça continue. On a déjà plusieurs invités qui sont planifiés dans notre calendrier. Évidemment, je vous parle à chaque fois de nos partenaires parce que c'est ce qui permet, entre autres, de l'offrir gratuitement sur toutes les plateformes. Un des partenaires, c'est Marie Club, Espace Mieux-être. C'est la plateforme qu'on a mis en place il y a maintenant, plus d'1 an, presque 2 ans, parce que quand j'ai quitté la télé, je me disais, tous les experts que j'ai rencontrés au fil du temps, tout ce que moi, j'ai été chercher, on dirait que je pouvais pas laisser ça en plan. Donc, je me suis dit, si on met en place une plateforme et que j'arrive à aller rechercher ces experts-là qui sont devenus souvent des amis pour recontinuer encore à nous à outiller les gens, en apprendre, à devenir encore mieux dans notre peau. C'est un peu ça l'objectif, c'est l'humain dans tous ses états. On parle de tout, d'argent, de psychologie, de parentalité, de consommation. On parle de tout, on fait des ateliers, mais toujours dans le but d'aller mieux, de se porter mieux et aussi de se sentir moins seul parce qu'on peut échanger ensemble. Ça fait que je suis contente parce que c'est un peu ce que je faisais avant, mais en plus, on a un contact direct à travers des causeries. En tout cas, allez voir, rendez-vous sur le marieclaude.com, vous allez voir, là, vous allez pouvoir regarder un peu ce que c'est le Marie Club. Ici, ça vous intéresse de vous abonner, on vous offre 10% de rabais avec le code promo CLUB10. Karine Jonca, qu'on voit sur tout ce qu'on fait pratiquement quand on fait d'Ouvre ton jeu sur scène ou encore quand vous regardez les extraits. C'est Karine Jonca qui est là depuis le début, qui est vraiment une partenaire qui fait partie organiquement, si on veut, de toute la structure autant d'Ouvre ton jeu que du Marie Club. Et elle vous offre 15% de rabais sur tous vos achats en ligne avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie, notre partenaire coquin. On a, vous savez, le niveau Eros et ça apporte des discussions vraiment très intéressantes sur toute la sphère de l'intimité, de la sensualité, de la sexualité. Il vous offre aussi 15% de rabais sur tous les achats en ligne avec
avec le code promo ROSE15. Et on a le plus grand réseau de cliniques d'optométrie indépendantes au Québec qui sont partenaires. Ils ont 86 cliniques à travers le Québec et c'est Opto-Réseau qui sont là déjà depuis longtemps et qui en ont encore pour plusieurs semaines avec nous. On est très contents de les avoir. Alors, ils sont faciles à repérer avec Opto-Réseau. Alors, voilà. Et évidemment, mes collègues, parce que c'est tout le temps moi que vous voyez, mais il y a des gens derrière moi. Il y a Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Maëlle Ledevin à la captation, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a fait vraiment plusieurs années en télé. Une femme qui a brassé la cage dans plusieurs enjeux qu'on a connus au Québec, qui a parlé à des intervenants, qui a voulu faire avancer des choses, qui a pris position sur la place publique, qui a touché à la politique aussi au cours des dernières années. Et là, elle avait envie de venir à Ouvre ton jeu. Elle m'a écrit, j'ai dit oui. On a à apprendre de tout ce que tu as fait au cours de ta vie, puis qu'est-ce que tu en fais maintenant. Je parle de Jocelyne Cazin. Pour ceux et celles qui la connaissaient, j'ai pas une grande présentation à faire. Il y en a peut-être qui vont la découvrir. Vous allez voir, c'est une femme qui a beaucoup de vécu, qui a passé à travers un paquet de choses. Alors, je suis curieuse de savoir comment elle va aujourd'hui et quel bilan elle fait aussi de sa vie. Alors, restez là parce que maintenant, c'est place à Jocelyne. Ce que je te dirais là-dessus, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit supplémentaire, à mon avis, ou complémentaire, dis ça comme tu veux, parce que justement, j'accepte la bisexualité. Donc, je ne mets pas une phrase toute faite, je ne mets pas de limite à mon amour. Oui, c'est ça. Hein? Alors que, puis d'ailleurs, ça se voit ces temps-ci, là, apparemment, que les homosexuels redeviennent ostracisés. Oui, il y a un recul. Il y a un recul. Oui. Mais de toute façon, il y a un recul partout dans notre société. Oui. Regarde la droite américaine, qui est en train d'influencer sur notre société à nous-mêmes. Bref, alors moi, j'estime que parce que je me permets de vouloir vivre l'un ou l'autre, ça me donne une ouverture d'esprit supplémentaire sur quelqu'un qui, lui, est même fermé à l'homosexualité. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Alors, elle est devant moi. Vous l'avez certainement connue comme journaliste. Aussi, elle a fait de la politique. Elle s'est présentée en politique. Je trouve que c'est une femme qui a un parcours quand même atypique. Un parcours qui a été sinueux, qui a été... on dirait que des fois, elle a tombé, mais elle a toujours su se relever. Et c'est toujours comme ça qu'on remarque une grande personne, dans sa capacité à se relever. Alors, j'ai hâte de l'entendre, de savoir où elle en est aujourd'hui, comment elle va et de faire un retour, évidemment, sur sa vie à travers le jeu Ouvre ton jeu. Bienvenue, Jocelyne Cazin. Marie-Claude, bonjour. Oui, c'est vrai, moi, je suis une tigresse dans mon signe chinois. Alors, je rebondis tout le temps. Oui, mais tu as rebondi rapidement dans ta vie. Tu as dû rebondir rapidement dans ta vie. Oui. Est-ce que j'ai dû... en tout cas, tu l'as fait. Je l'ai fait. Je ne sais pas si on peut dire j'ai dû, mais je l'ai fait. Parce que je suis une survivante, parce que je suis une battante. Moi, je me suis toujours définie comme étant une battante et non pas une victime depuis mon très jeune âge. Alors, voilà, la battante, elle continue de se battre, mais avec plus de nuances aujourd'hui quand même. Ah oui, hein? Mais ça, c'est la vie qui apprend les nuances. Mais aussi, c'est le temps. Les coups de pied dans le derrière. Et comment tu vas présentement? Je vais bien. J'imagine que l'entrevue est intemporelle, mais je vais bien. J'ai retrouvé la santé. Moi, ça fait ça va faire presque 2 ans que je suis sobre d'alcool. Et donc, je trouve que ça me va bien. Franchement, je suis
j'ai retrouvé, si tu veux, toutes mes capacités. J'ai eu des accidents, 2 accidents, dont un causé par l'alcool. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai arrêté de boire, ou grâce à ça, on va dire. Mm-hmm. Mais j'ai eu un autre accident en janvier 2025, et puis pourtant, j'avais pas bu. Et j'ai eu le visage complètement défiguré. Je suis tombée là, vraiment tête sur le sol, sur le trottoir. Alors, je suis une fille, je dirais, assez chanceuse quand même, parce que tu vois, je suis devant toi, j'ai tous mes os, je pense que j'ai toute ma tête. Je fais mes longueurs de piscine tous les matins. Moi, ce matin, avant de venir ici, j'ai fait mes longueurs de piscine. Alors, non, écoute, honnêtement et humblement, je me trouve pas si pire. Compte tenu de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, là, je me trouve pas si pire, vraiment. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Envoie donc. Envoie donc, hein, tu es prête? Alors, il y a je t'explique, il y a le niveau vert, c'est des questions d'ordre général. OK. Le niveau jaune, ça commence à être plus spécifique à toi. Le niveau rouge, c'est des questions personnelles qui sont vraiment écrites pour toi. Même si on va les retrouver des fois dans d'autres jeux, il reste que ce choix-là est destiné à toi. D'accord. On a une question qui est pour les abonnés Patreon, qui est une plateforme où les amateurs de podcasts se retrouvent souvent, où il y a différents niveaux, où je peux aller échanger avec les membres Patreon. Alors, on a la question Spaceman, c'est les abonnés Patreon qui vont l'entendre. C'est pas une secte, là. C'est comme pas une du secte. tout. C'est quelque chose qui est international. Non, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est comme tu sais, le monde du podcast, c'est un monde, c'est des gens qui aiment la proximité. Et cette plateforme-là, c'est ce qu'elle offre, la proximité. Tu as différents niveaux d'abonnement. Okay. Puis, tu sais, il y en a qui font des soirées seulement avec... Tu sais, ça dépend de la personne. Tu as ton espace. Puis, dans cet espace-là, tu fais ce que tu veux. Et là, tu fais... Il y en a, je te dis, il y en a qui ont des abonnements, puis ça devient très dispendieux par mois parce qu'ils offrent plein de choses à leurs membres. Alors, on est libre. Nous, c'est cette question-là. C'est comme un niveau spécial. On a le niveau Eros et compagnie. Wow. C'est des questions sur l'intimité, sensualité, sexualité. J'aime ça. Et on a toujours la question qui finit bien le jeu, qui fait bien atterrir l'avion. C'est la question opto-réseau que je me garde toujours ici. Et si tu n'as plus envie de répondre à une question, tu trouves que ça va trop loin ou tu n'es pas à l'aise, tu as ton joker que tu peux me mettre sur la table une fois et je passe tout de suite à l'autre question. Okay. Quand ça arrive. Est-ce qu'on a 2 heures? On a le temps, on prend le temps qu'il faut. Ah bon? Okay. À date, le record, c'est Benoît Brière, 2h37 minutes. Ça me surprend pas. Et Benoît a terminé en disant, est-ce que c'est déjà fini? Oui. Ça me surprend pas parce que j'ai assisté, c'est-à-dire j'ai participé à, les enfants de la télé avec lui. Et puis, je te dis qu'il prenait de la place. Ah, Benoît, il a beaucoup à dire. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il continue. Il est vraiment impressionnant. Niveau vert, là, tu peux les brasser sur la table comme ça. Tu vas m'en donner 5. OK. Je vais te les lire. Et de ces 5-là, tu vas en choisir une et je vais en choisir une aussi. 3, 4 et 5. Là, ça fait beaucoup de 4. Attends, je vais tasser mes 4. Je te les remets. Moi, tu peux les mettre là. C'est à toi le jeu. Tu t'en vas avec après. Tu y répondras si tu veux chez toi. Wow. Pour prendre soin de moi, je dois. Quel genre d'enfant étais-tu? Quel est ton rapport avec la solitude? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Comment réagis-tu à l'autorité? Hey, Marie-Claude, je voudrais répondre à toutes ces questions-là parce qu'elles viennent toutes me chercher. Laquelle en premier qui vient te chercher? Toi, laquelle aimerais-tu? Mais je vais la choisir après la mienne. Là, c'est la tienne. J'en choisis une, après t'en choisis une. Quel genre de... Je te laisse choisir en premier. D'études. Et pitchounette. Tiens, quel genre d'enfant j'étais? Oui. Alors, écoute, les sœurs, parce que moi, j'ai grandi avec les sœurs, entre autres, et les sœurs disaient à mes parents que j'étais une enfant trop enjouée. Aujourd'hui, on me prescrirait du Ritalin, quoique j'ai des amis qui me disent aujourd'hui, tu pourrais encore en prendre. Oui, mais parce que, est-ce que tu penses que tu as un trouble de déficit de l'attention? Je ne crois pas, mais j'étais une hyperactive et j'ai toujours été hyperactive. Moi, je suis une femme d'action, j'arrête pas. J'étais donc une enfant... intense? Intense. D'ailleurs, justement, ce qu'on me reproche, là, le plus souvent, c'est d'être trop intense. Mais je pense que là, j'ai perdu un peu d'intensité parce que effectivement, j'ai perdu des amis à cause de ça, apparemment.
Mais quand tu étais jeune... Alors, quand j'étais enfant, ouais. j'étais intense. J'étais une enfant... Ça veut dire quoi, intense? Ben, tu sais, quand t'es intense, là, c'est... Tu veux être partout. Tu veux être toute. Moi, je voulais être toute, puis je voulais être partout. Je voulais qu'on m'aime. Puis ça, évidemment, ça m'a suivi toute ma vie. Qu'on m'aime. Alors, donc, parce que je trouvais qu'on m'aimait pas assez, Comment enfant. on fait pour démontrer à un enfant qu'on l'aime? C'était quoi tes attentes? Ah, quelle bonne question. Avoir de l'attention. Alors, je trouvais que je n'en avais jamais assez. Et ça, malheureusement, ça m'a suivi toute ma vie. De vouloir avoir de l'attention. Alors, j'ai choisi le bon métier, n'est-ce pas? Parce que, bien, évidemment, j'ai pas choisi le métier de journaliste pour avoir de l'attention, mais je trouve que c'est un bon forfait, là, c'est un bon package. Pour en avoir pendant que tu fais ton travail. Ben oui, parce qu'on a l'attention, c'est une certaine forme de reconnaissance. Ouais. Hein, c'est ça. Mais je trouve que de vouloir de l'attention comme j'en ai voulu, c'est une reconnaissance quelque part qui est malsaine. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Parce que c'est dans le regard de l'autre que Tout tu le voulais temps. sentir que tu étais présente, importante. Continuellement. Moi, le regard de l'autre, ça fait partie de mon ADN. Et, en même temps, le sentiment de rejet. Ben oui, parce que si je n'ai pas le regard de l'autre, je me sens rejetée. Et ça fait partie de mon ADN. Et si j'accepte d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je veux me détacher de ça. Je n'en peux plus. Puis ça, c'est depuis que tu es petite. Oui. Parce que tu deviens une personne complexe. Oui. C'est bon. Je suis pas compliquée, mais oui, je suis très complexe. Dans le sens qu'il faut faut que tu sentes qu'on est avec toi. Oui. Et si on s'oublie ou si on a une distraction ou quelqu'un d'autre, tu te sens rejeté. En Donc, fait, c'est l'indifférence qui me tue. C'est ça. Mais l'indifférence, peut-être que tu la qualifies d'indifférence et c'est peut-être pas ça pour l'autre. Ah, ben là, ça se peut, mais je suis pas dans la tête de l'autre. C'est ça, exactement. Je suis dans la mienne. Mais c'est pour ça, puis dans la mienne, je veux te dire, c'est pas le fun des fois. Comment elle arrive pour toi, l'indifférence? C'est intéressant de le décortiquer parce Oui. que je pense que des fois, on n'est pas conscient qu'on peut peut-être donner une impression d'indifférence. Oui. Alors que tu sais, des fois, les codes ne sont pas les mêmes pour tous. OK. Ben, l'indifférence, pour moi, c'est j'écris à quelqu'un qui ne me répond pas. Pour moi, ça devient de l'indifférence et ça se traduit par du rejet. Tu comprends? Et ça, pour moi, c'est effrayant. J'ai beaucoup encore de la difficulté à accepter ça. Mais j'arrive à faire autre chose parce que j'ai pas envie d'être une vieille fille frustrée, tu comprends? Alors, j'arrive à faire autre chose. Je canalise mes énergies vers autre chose. Comme par exemple, je me retrouve dans la piscine, je vais faire mes longueurs, je vais jouer au golf l'été ou l'hiver quand je suis en Floride. Bref, il faut que je fasse autre chose pour me détacher de ces mauvaises pensées. Parce que moi, c'est allé loin, là, ces mauvaises pensées, là. C'est allé jusqu'à l'instinct suicidaire, là. C'est fou, là. De ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, de me sentir rejeté. Je dis bien de me sentir rejeté parce qu'il faut faire une différence entre me sentir rejeté et être rejeté. Ouais. Tu sais, il y a des gens, moi, que j'ai certainement surpris en leur disant « Écoute, pourquoi tu me rejettes? Voyons, je te rejette pas, d'où ça sort? » Alors, tu sais, j'ai des fois de la mauvaise interprétation aussi, c'est ça, je l'admets. Est-ce que tu penses qu'à force d'avoir peur d'être rejeté, on devient rejeté? C'est comme si on met la table à ça dans le sens que ça devient exigeant pour l'autre, d'avoir peur de rejeter alors que c'est pas l'intention. Ben, alors on va repartir de l'intensité à ce moment-là. La fille trop intense. Il y a peut-être des gens qui m'ont rejeté effectivement parce que j'étais trop intense, parce que justement j'étais trop demandante. Écoute, parce que toi, tu lèves la main. Là. Ouais, c'est la première fois que tu vois ça comme ça. Oui, que je vais un petit peu plus loin là-dedans, oui, effectivement. Mais je te dis ça parce que moi, j'en ai eu à un moment donné des personnes intenses autour de moi. Puis, tu sais, quand t'es occupé, t'as tes enfants, t'as ton travail, t'as ton conjoint, tu sais, t'as ta vie. Des fois, quand quelqu'un tire comme ça devient... tu sais, tu veux pas blesser la personne, puis là, tu te rends compte que tu as blessé la personne. Oui. Et ça c'est très difficile à supporter aussi, de blesser quelqu'un sans
avoir eu cette intention-là, mais juste parce que la vie est très prenante. Fait que des fois, moi, j'ai dû me séparer d'amis pour dire, je suis désolée, mais je peux pas répondre à ce besoin-là. T'es plus capable. Oui. Ben c'est ça, parce que je te déçois. Puis moi, de savoir que je te déçois, ça me trouble. Mais en même temps, je sais pas comment me reconnecter à ça parce je peux pas tasser mon essentiel. Tu sais, tu comprends? Quand tu dis ça, on dirait que je reconnais des patterns que moi, j'ai vécu. OK, mais toi, t'as parlé. T'as dit les choses. Oui, oui. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont carrément laissé tomber sans explication. Alors ça devient de l'indifférence. Ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal. Écoute, si je suis trop de n'importe quelle façon, mais dis-le-moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui veut s'améliorer. Je suis quelqu'un qui a l'esprit ouvert et je suis capable de m'excuser aussi. Et je suis capable de modifier ma façon d'être. Je suis comme ça. Mais donne-moi une chance. Oui, c'est ça. Fait que si j'ai pas de chance, je trouve ça raide. Je trouve ça raide. Puis là, si on revient à la question, quel genre d'enfant étais-tu? Moi, j'ai été une enfant ostracisée parce que j'étais la maudite française du village. Je viens de Saint-Sauveur-des-Monts. Et puis, mes parents étaient français, mais c'était pas des maudits français. C'est des Français qui se sont adaptés. Parce que pour moi, l'intégration, c'est extrêmement important. D'ailleurs, j'en parle aujourd'hui sous différents créneaux. Mais enfin, bref. Donc, j'aurais pu être une victime parce qu'on m'a carrément, pas boulié, mais on m'a intimidée. Voilà. On m'a intimidée. Et il a fallu que je me batte contre ça. Tellement qu'à un moment donné, j'ai demandé à mes parents d'être pensionnaire. Alors, je suis devenue pensionnaire. Puis au pensionnat, parce que là, évidemment, j'avais toujours un peu l'accent français. Qu'est-ce que tu veux, j'ai grandi avec mes parents, moi, les premières années de ma vie qui avaient l'accent français. Donc, quand je suis arrivée à l'école, moi, la première chose que la maîtresse d'école m'a dit, c'est « Toi, parle comme tout le monde ». Le premier rejet, il est là, hein, tu comprends? Fait que déjà, t'es pas comme tout le monde. Ben non, je suis pas comme tout le monde. J'ai jamais été comme tout le monde. C'est ça qu'elle est en train de te dire. Là, donc, soit comme tout le monde, ça veut dire que tu l'es pas. Ben oui. Alors, elle est en train de me graver un sceau sur le front en me disant, t'es pas comme tout le monde. Et effectivement, je pense que j'ai jamais été comme tout le monde. Ça, c'est ça. Alors, en 5e année, j'arrive au pensionnat et là, je m'invente un monde. Je suis gaspésienne. Je suis d'origine gaspésienne parce qu'on me demande d'où vient cet accent. Alors, il vient de la Gaspésie. J'avais compris ça, moi. Et j'ai renié ma nationalité française pendant des années. C'est fou, hein? Alors, je me suis reniée aussi pendant des années, quelque part. Et ça calmait les autres quand tu disais de la Gaspésie? Bien, c'est sûr. Je n'étais pas la maudite française. Pour moi, c'était bien important de ne pas être la maudite française. Mais quand tu arrivais chez toi, tu avais des parents qui parlaient français avec l'accent de France. En plus, ma mère avait un restaurant français au petit coin de France, à Saint-Sauveur-des-Monts. Je ne pouvais pas renier ça, là. Je comprends. Les pires clients du restaurant, c'était les Français. Ah, en France, on fait ci, en France, on ne fait pas ça, on ne mange pas ci, on ne mange pas ça. J'ai haï les Français, moi, plus jeune. Imagine-toi. Et ça s'est corrigé. En fait, c'est ça, là, t'avais pu à camoufler cette partie-là de toi. Non. Début trentaine, j'ai recommencé à remettre ma tête de Française. Mais moi, je suis beaucoup plus québécoise que française. Je comprends. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu avais beaucoup d'amis quand tu étais petite? On était 4, 5, 6 filles, là, qu'on se tenait toujours ensemble, du primaire au secondaire. Oui, j'avais des amis. Est-ce qu'on te disait déjà, est-ce que tes amis t'acceptaient comme tu étais? Non, des fois, on dit « Ah, toi, la française », avec évidemment l'accent québécois. Et tu avais déjà cette hyperactivité-là? Ah oui. Non, j'étais une fille d'action. Moi, j'étais très engagée. J'étais beaucoup plus présente dans les activités parascolaires que scolaires, en plus. Je n'étais pas une fille brillante à l'école. Moi, j'étais pas une intellectuelle. D'ailleurs, en mathématiques, j'étais carrément une cancre. J'ai pris des cours privés en mathématiques et puis ça donnait pas grand-chose. Moi, 2 et 2, ça peut faire 5, ça me dérange pas. Donc, une enfance quand même qui a teinté le reste de ta vie. Oui.
ce que tu dis déjà que tu te sentais rejetée petite, Oui. ça s'est poursuivi tout au long de ta vie. Oui, parce que en plus d'être rejetée par un certain nombre de personnes à l'école et tout ça, je me suis sentie rejetée de ma mère parce que ma mère était trop occupée à son restaurant. Moi, la compétition, c'était pas mes frères et sœurs, j'en ai pas eu. Je suis fille unique. Ma compétition, c'était le restaurant. Alors, ma mère avait pas le temps de s'occuper de moi. Et en plus, un jour, puis ça, il faut que je te raconte ça, un jour, il y a une cliente qui est dans la cuisine, qui vient acheter du pâté et tout ça. Et moi, je rentre de la salle à manger parce que je servais aux tables et tout ça. Je pense que j'avais autour de 15 ans. Et j'entends ma mère dire, oui, c'est vrai, j'aurais aimé mieux avoir un garçon. Fait que, tu sais, le rejet, là... Il continue là aussi. Est-ce que tu en as parlé avec elle de ça? Non. Par contre, j'étais pas contente. Et en fait, j'avais de la peine. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, tu fous ça en arrière et puis... Oui, mais ça reste. Mais ça reste. Tu vois, je m'en souviens encore. Oui, ces phrases-là, ça reste. Ouais. Je suis curieuse de t'entendre parler d'autorité. Comment réagis-tu à l'autorité? J'ai eu des parents quand même assez autoritaires. Mais j'aurais pu être délinquante. Moi, j'étais à 15 ans, là, je commençais à être pas mal rock'n'roll, donc je défiais l'autorité. Et pourtant, j'ai travaillé dans un domaine comme journaliste et comme journaliste d'enquête où l'autorité fait loi, si tu veux. C'est important d'avoir de l'autorité. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est important aussi d'en avoir de l'autorité. Mais de l'autorité, puis être autoritaire, des fois, c'est... Oui, puis d'avoir des gens qui nous disent quoi faire au nom de l'autorité. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptais facilement? Non. Ou tu acceptes? Non? Non, surtout plus jeune, non. Non, moi, je te dis, j'aurais pu être délinquante parce que, justement, ça me faisait suer. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas été? Écoute, avant de venir te voir, je pensais à ça. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas devenue délinquante avec toutes les gaffes, toutes les bêtises, toutes les consommations d'alcool que j'ai pu vivre dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, puis que quand même, je pense que j'ai réussi dans la vie? J'ai peut-être moins réussi ma vie, mais j'ai réussi dans la vie. Je t'avoue, Marie-Claude, que j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Est-ce que mais je pense que humblement, je pense que je suis quand même assez solide. Écoute, moi, je n'ai jamais fait de dépression nerveuse. J'ai fait ce qu'on appelle un choc post-traumatique après la mort de Gaëtan Giroir, mon collègue et ami qui s'est suicidé. Mais j'ai jamais été en dépression nerveuse. J'ai jamais pris d'antidépresseurs. Des somnifères, je connais pas ça. Je veux dire, j'ai pas de pilule sauf des Tylenol pour mon arthrose, puis mes vitamines. Mais t'as pris de l'alcool. Ah, de l'alcool, ça, j'en ai pris plus qu'il faut. C'était comme ton médicament? Ben oui, probablement. Mais moi, je me suis toujours vantée de boire pour le goût et non pour l'effet. Et ça, est-ce que tu penses que c'est un prétexte? Peut-être. Parce que l'effet, tu le ressentais? Ben, l'effet, je le ressentais. Mais tu sais, après 2-3 verres, je sais pas si tu bois un verre de vin, toi, de temps en temps. Oui. Bon, après 2-3 verres, c'est sûr que tu te soucies plus vraiment du goût. Oui, c'est ça. Mais tu sais pas non plus si c'est pour l'effet. Tu sais juste, quand tu es alcoolique, en tout cas, que tu as le goût de continuer de boire. Mais moi, j'aimais le goût. Écoute, j'ai fait des vignobles en Europe. Je veux dire, je suis... T'aimais le goût et j'ai fait peut-être. Ben, probablement, ouais, ça, c'est sûr. Mais à quel moment tu as réalisé que ça devenait un enjeu, l'alcool, dans ta vie? Ben, ça a été très jeune parce que moi, j'ai fait des centres de thérapie. Je suis allée à Ivry, je suis allée à l'hôpital de Roberval, Sœur Jeanne d'Arc. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. La célèbre Sœur Jeanne d'Arc pour les alcooliques. J'ai fait du alcoolique anonyme pendant 6 ans fin des années 70-80, mais j'ai recommencé à boire et puis là, ben c'est ça. Là, ça fait presque 2 ans, là.
Mais ça, est-ce que quand tu consommais, est-ce que tu avais l'impression que c'était comme une béquille? C'est quelque chose qui t'aidait à passer à travers la vie? C'était du plaisir? Qu'est-ce que tu allais chercher dans la consommation? Je sais qu'il y a des moments où j'ai bu par frustration ou par colère ou par allez vous faire foutre, là, tu sais. Mais non, moi, je suis une épicurienne. Hein. Fait que d'abord, je buvais pas le jour. Mm-hmm. J'ai jamais manqué une journée de travail. Et je buvais à partir de 5 heures. OK? Par exemple, en train de préparer un repas pour les autres. Moi, j'aime préparer un repas pour les autres. J'aime partager. Et le verre de vin, ça faisait partie, tu comprends? Le rituel. C'est un rituel, exactement. Mais ça se poursuivait quand même. Ah ben voilà. Mais à quel âge, à quel moment de ta vie tu es allée la première fois en cure? 24, 25, 26 ans, là, dans ces eaux-là. Donc, tu as su rapidement, tu avais quand même une grande maturité déjà à cet âge-là de dire, il y a un enjeu puis je dois y faire face. C'est drôle que tu dises maturité avec Jocelyne à 25 ans, là, je trouve que ça va pas ensemble. Ben, parce que est-ce que c'est les autres qui t'ont dit qu'il fallait... Ah oui. OK, ça venait pas de toi. Oui. Non. Et, écoute, le jour de mon mariage, parce que je me suis mariée très jeune, moi je me suis mariée à 19 ans, Robert, de son prénom, me dit, sur le pas de l'église, là, sur le balcon de l'église... Le parvis. Le parvis de l'église, voilà. Jocelyne, quand on va aller dire oui, là, s'il te plaît, dis oui aussi à ne plus jamais prendre de chogologue. Chogologue, ça, c'est la personne qui boit la bière la plus vite. Moi, je buvais 3 verres de bière en 19 secondes. Je battais les gars. Non. T'avais 19 ans, J'avais 19 ans. Mais là, j'ai commencé à boire avant 19 ans. Fait que là, il t'a dit ça à ce moment-là. Oui. Alors, donc, l'entourage était déjà conscient que je buvais trop. Ça te fait quoi quand il t'a dit ça? Ben, j'ai dit oui. Là. Je me souviens plus qu'est-ce que ça m'a fait. Là. J'ai dit oui. Okay. De toute façon, j'ai dit oui au pied de l'hôtel. Là. Il fallait que tu dises oui à ça en même temps. Il fallait que je dise oui à ça. Comme un 2 pour 1. Ouais. Et quand, là, maintenant, tu es à jeun. Oui, je suis sobre. Tu es sobre. On ne dit pas à jeun. Tu as mangé. Tu es sobre. Voilà. Donc, c'est quelque chose, ça aussi, qui t'a suivi toute ta vie. Tu veux l'alcool, dire? C'est-à-dire... Ah oui, ben oui, ça, c'est sûr, ça fait partie de... Comme ton sentiment de rejet. Oui. Est-ce que tu te sentais moins rejeté quand tu avais pris un petit verre? Ben, tu sais, quand tu prends un verre, il n'y a plus de sentiment, comment dire. Moi, j'avais le vin gai. Hein, j'ai jamais eu le vin triste, alors... Mais ça t'aidait dans le fond, quelque part. Oui. Mais tu as une vie particulière. Là. Très. Parce qu'il y a un sentiment de rejet aussi jeune qui tue toute ta vie avec l'intensité. Et tu as dit quelque chose, parce que j'en ai parlé avec d'autres invités récemment, être trop. Oui. Est-ce qu'on te le dit souvent, ça? Trop ceci ou trop cela, oui. On me le dit souvent. Comment tu réagissais à ça? Parce qu'il y a comme une impuissance quand on se fait dire ça. C'est effrayant. D'où les instincts suicidaires, parce que si je suis trop, alors je suis peut-être de trop. Ouais. À quel moment c'est arrivé dans ta vie, les instincts suicidaires? Assez jeune. Parce que je pense que... C'est drôle hein, qu'on parle de ça, mais je pense que j'ai toujours... Malgré l'alcool que j'ai consommé, moi, je pense que j'ai toujours eu quand même une conscience de ce que j'étais ou de ce que je ressentais. Alors, assez jeune, ouais. Est-ce que tu avais l'impression que tu savais que ta vie allait être autre chose que ce que tu as vécu, par exemple, dans ton enfance? Est-ce que tu avais comme, pas une vision, mais un sentiment de dire ma vie ne sera pas ça. Ma vie, je vais exister dans le regard de l'autre, justement. Je ne serai pas toujours la petite Française. Tu sais, des fois, on a des forces quand même de projection. Écoute, je suis pas médium, mais... Mais moi, je pense des fois, on a des quand même... Oui. Par contre, ce que je crois aujourd'hui, je suis pas dans le temps, mais ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a une destinée. Moi, je crois à la destinée.
Tu sais, j'étais enfant, puis le plus beau cadeau que mes parents m'aient offert, ça a été une enregistreuse à bobine. Puis là, j'allais interviewer les gens dans le visage. J'étais déjà la fatigante de service. Mais toi, il fallait qu'on t'occupe, là. Il fallait que je m'occupe. Fallait que tu t'occupes. Fallait que je m'occupe. Mais pour tes parents, il fallait qu'ils trouvent des façons de faire. Absolument. Puis en plus, ils n'étaient pas tellement présents à la maison. Non. Ben, c'est-à-dire que la maison puis le restaurant, c'était le même endroit physiquement. OK, c'était le même endroit. Oui, OK. Exact. Donc, attends un peu, là, j'ai perdu mon petit fil. Attends. Toi aussi? Moi aussi, je suis comme... Non, mais je parlais de se projeter, tu me parlais de destinée. Oui, c'est ça. Alors, je regarde, justement, la petite fille qui a son enregistreuse à bobine, des clients comme Manuel Maître, qui était le rédacteur en chef de La Patrie, je ne sais pas si ça dit quelque chose, La Patrie, l'ancêtre de la presse, qui était un client du restaurant, Bernard de Rome, qui était un client du restaurant. Il y avait plein, André Lachapelle, Michel Forget, Pierre-Éliott Trudeau, c'était des clients du restaurant. Et avec qui je parlais quand je servais aux tables et tout ça, qui m'ont inspiré. J'ai ouvert la radio scolaire à l'école secondaire avec un petit garçon. C'est moi qui étais la disc jockey le midi, puis je faisais les nouvelles le midi pendant l'heure de lunch à la cafétéria. Après ça, je suis allée suivre mon cours à l'Académie nationale des annonceurs. Bref, puis après ça, j'ai un certificat en journalisme. Je veux dire, j'avais comme un chemin tout tracé. Tout tracé. Et tu savais que tu étais bonne là-dedans? Ça, je savais pas si j'étais bonne. Mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Malgré les embûches, parce que j'espère que je suis certaine que tu sais qu'au début des années 70, des femmes, on n'en voulait pas dans le domaine de l'information. Non, mais je sais très bien. Puis moi, dans le temps, je disais, vous m'aurez pas. Et à l'Académie nationale des annonceurs, j'étais la femme parmi les hommes. On était 30, il y avait une femme. Quand même quelque chose, là. Ouais. Ça fait pas longtemps, tu sais. 1970, quand même. Oui, mais je veux dire, tu sais, c'est dans notre ère, là. Ça fait pas... mais c'est l'autre siècle, quand même. Ouais, vu comme ça, oui. Mais il y a eu beaucoup de progrès, justement, à cause des femmes comme toi, quand même, qui ont ouvert le chemin. Tu sais, si t'étais la seule femme. J'ose croire que j'ai participé. Mais ça a dû t'aider, dans le sens de rapidement savoir quelque chose que t'aimais. Oui. Parce qu'il y en a qui cherchaient toute leur vie. Dans quel moment je vais trouver enfin quelque chose qui m'habite, que tu avais un ressenti positif par rapport à ça? Et c'est un bon point que tu soulignes, parce que mes parents ont été des vecteurs qui m'ont permis de faire ce que je voulais faire. Parce que mes parents, ma mère, mon père ne m'ont jamais dit « tu vas faire une infirmière ou une maîtresse d'école », comme la plupart des parents disaient à leurs enfants. Alors ça, je leur en suis très reconnaissante. Niveau jaune, tu vas les brasser comme tantôt. Tu vas m'en donner 4. On va faire la même chose. Tu vas en choisir une. OK. Et après, je vais en choisir une. Ouais. Là, tu m'en donnes 4. OK, on en choisit une. Dans lesquelles tu vas en choisir une. Mais non, c'est bien correct. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Ah ben là. Quel trait de caractère as-tu hérité de ta mère? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? Et quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? J'ai envie de répondre à quel trait de caractère as-tu hérité de ta mère? Parce que ma mère, je dois dire qu'on a été en conflit toute notre vie. Mais c'est une grande dame, cette femme-là, parce que ma mère a connu la guerre. Ils étaient en Normandie. Elle a vu son père mourir devant elle, éclaté en 1000 morceaux. Ah, mon Dieu, OK. Par un éclat d'obus, tiré par les Allemands ou les Américains, parce que j'ai un cousin qui m'a déjà dit, finalement, on n'est pas si sûr que ça, que c'était des obus des Allemands. En tout cas, bref, c'est une parenthèse. Ma mère, c'est une résistante. Écoute, elle a ouvert le premier restaurant français à Saint-Sauveur. C'est une femme extrêmement forte. Je n'ai jamais vu ma mère se plaindre et je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Je suis pas sûre que je l'ai vu avoir des sentiments, bref. Le trait de caractère que je veux avoir hérité d'elle, c'est cette force, c'est cette résilience, c'est cette capacité de dire OK, je peux tomber, mais je continue. Mais il y a des choses que je veux pas avoir de ma mère. Moi, j'ai mes meilleurs amis qui ont connu mes parents, ma mère surtout,
puis qui me disent « Hey, tu ressembles de plus en plus à ta mère physiquement, là. » Le premier sentiment que j'ai en dedans de moi, c'est « Oh, j'aime pas ça. » Je ne veux pas ressembler à ma mère, mais il y a des traits de caractère qui me sied très bien. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, ta mère? Bien, probablement cette capacité de me relever. Cette force de caractère, parce que toutes les deux, on était... C'est arrivé rapidement dans votre relation, ça, la confrontation. Ah oui, très jeune. Est-ce que toi, tu as plus de facilité à montrer tes émotions? Ah oui. Est-ce que tu es capable de les prendre, tes émotions? Non. D'ailleurs, ma mère, surtout ma mère, coudonc, pour une fille qui est habituée au micro, j'arrête pas de l'accrocher. Non, mais c'est pas grave, on n'entend rien. OK. Je suis à l'école, c'est-à-dire je suis malade, je fais 102 de fièvre, mes parents m'envoient quand même, ma mère surtout m'envoie quand même à l'école. Et à l'école, je me souviens, à l'école Marie-Rose à Saint-Sauveur, je suis au primaire, et les sœurs m'envoient à l'infirmerie parce qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas me renvoyer à la maison. C'est fou, là. Moi, j'ai eu des parents comme ça, là, mais tu sais, les Français, ça traite les enfants, la claque d'en face, puis envoie donc, là. Est-ce que tu penses que c'est encore comme ça aujourd'hui ou c'était comme ça à l'époque? Sûrement pas. Non, c'est ça, c'était à l'époque. Oui, je te parle de cette époque, là. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'ils se sont calmés. Oui, je pense que oui, mais quand même, donc, il y avait comme des habitudes qui étaient différentes et que les sœurs avaient déjà perçues à ce moment-là. Donc, elles te protégeaient. Les sœurs, oui, me protégeaient, imagine-toi, contre mes parents, contre ma mère. Je dirais plus contre ma mère. Mon père, quand j'étais enfant, était très protecteur. J'étais beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Ma mère, qu'est-ce que tu veux, elle avait son restaurant. Puis mais penses-tu que d'avoir vu son propre père éclater comme ça a bloqué quelque chose en dedans d'elle, que ça a été trop difficile, cette épreuve-là? Puis pas juste ça, là. Écoute, j'ai un cousin qui m'a raconté un peu leur parcours, le parcours de la famille de ma mère. Ils sont partis de la Bretagne avec parce qu'ils ont... mon grand-père ne pouvait plus payer la location de la ferme. Ils ont quitté avec leurs vaches, les enfants, ils étaient 5 enfants, et ils ont marché jusqu'en Normandie, donc des centaines et des centaines de kilomètres. Elle l'a pas eu facile. D'ailleurs, j'ai une photo à la maison de mes grands-parents avec les enfants, et tu vois le visage de ma mère. Si tu voyais cette photo, tu dirais... Mais c'est triste à mourir. Un enfant qui ne sourit pas, qui a la peine, qui a l'horreur déjà dans ses yeux. Et puis c'est un enfant de 4-5 ans, là. Donc elle a connu rapidement la fuite. Ah oui. Oui. Quand tu penses à elle, c'est quoi le sentiment qui t'habite? Encore un peu de culpabilité. Moi, j'ai eu beaucoup de culpabilité à l'égard de ma mère. Parce que quand ma mère est tombée malade pour la première fois et la dernière fois de sa vie, elle avait 84 ans, et j'ai été une très mauvaise aidante naturelle. Quelque part, je me suis dit, toi, t'as pas pris soin de moi, pourquoi je prendrais soin de toi? C'est pas beau à dire, là. Je m'en excuse, mais j'ai vécu comme ça. Et maintenant, est-ce que tu ferais la même chose? Ah non. Non, je pense que je serais plus... je serais un meilleur soutien pour les derniers mois de sa vie. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça serait différent? Parce que je suis très consciente que j'ai pas bien fait à ce moment-là, dans la dernière année de sa vie. Tu l'as réalisé après? Oui. Oui. Est-ce que vous aviez quand même une discussion avant la... Dans la dernière année de sa vie, en fait, je dirais même les 2 dernières années, on s'est parlé. Et je pense qu'elle m'a... Tu sais, ma mère ne m'avait jamais dit « je t'aime » avant l'âge de 40 ans. Puis en plus, j'ose te dire que je pense que quand elle m'a dit « je t'aime », c'est parce qu'elle était fière de moi parce qu'elle me voyait à la télévision. D'ailleurs, elle n'a pas accepté, ma mère. Imagine-toi, j'ai pris ma retraite à 57 ans. Ça a été horrible pour elle de ne plus voir sa fille à la télévision. Puis moi, j'ai compris pourquoi.
c'est parce que elle était fière de dire « Hey, Jocelyne Cazin, c'est ma fille ». Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça qui venaient Mais ça te touchait pas, ça? Non, ça me fatiguait. Ça te fatiguait que ta mère soit fière de toi? Oui. Parce que c'était dans le regard des autres? Ben, oui, puis en plus, parce que je sentais bien qu'elle m'aimait parce que j'étais à la télévision. C'est sûr que ma mère n'a pas toujours été fière de moi. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai fait des gaffes, puis à cause de l'alcool et tout ça. Alors, bien sûr que elle voyait le beau côté de Jocelyne à la télé. Est-ce que tu sais pourquoi ils n'ont pas eu d'autres enfants? Ah ben parce que le moule a cassé. Elle n'a pas pu en avoir. OK, sinon, elle aurait voulu en avoir d'autres. Oui, je pense que oui. Est-ce que tu aurais aimé ça avoir des frères et Ben sœurs? oui, c'est pour ça que entre autres, c'est pour ça que je voulais être pensionnaire. J'ai été pensionnaire quelques années et moi, j'ai adoré ma vie de pensionnaire, contrairement à bien Oui, des gens. moi, c'est ça. Tantôt, je pensais que tu allais... Quand tu as parlé de ça, je pensais que tu allais dire « j'ai vécu », puis finalement, non. Ah non, moi, ça s'est bien passé. J'ai là. adoré être Tu faisais pensionnaire. partie d'un groupe, tu avais de l'attention. Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Oui, puis tu sais, c'est poche à dire, puis comment je te dirais ça? Je devrais pas dire ça, mais ça a été ça, vouloir de l'attention. Mais moi, je pense que tu parles à bien du monde présentement Tu quand tu trouves? dis ça, je pense, oui. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, Jocelyne, mais qui s'en rendent pas compte qu'ils demandent de l'attention. Ce qu'ils se rendent compte, c'est que les gens ne les entendent pas, ne les voient pas, ne les écoutent pas, ne leur répondent pas. Ouais. Et ils vivent avec beaucoup de choses, comme tu dis, à l'intérieur, mais je me demande si tout le monde se rend compte qu'on fait vivre ça aux autres, tu comprends? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la conscience. Non, parce qu'ils sont pas comme ça. Ouais, Donc, ouais. ils sentent pas le rejet aussi rapidement. Ouais. Et j'ai comme l'impression, puis peut-être, tu l'as dit tantôt, on a envie de fuir des fois des gens qui nous en demandent trop. Oui. Alors, de le nommer comme tu le fais, peut-être que ça va aider des gens aussi Oui, à... mais ça, tant mieux. J'aurais fait œuvre utile dans ce sens-là. Mais c'est sûr que moi, le sentiment de rejet, le besoin du regard des autres, écoute, ça fait vraiment partie de mon ADN. C'est fou, là. Écoute, même encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais même encore aujourd'hui, ça m'arrive encore une fois. Puis je me dis, tabarouette, hey, ça va-tu arrêter? Parce que c'est en dedans, t'as comme un mal-être. Écoute, quand j'étais à Ivry pour mon problème d'alcool, il y a une femme qui s'appelait Monique Debailly, je me souviens plus trop, qui avait écrit un texte pour moi, qui avait écrit « J'ai un monstre en moi qui me tue, qui me ronge. Sortez-le de moi pour que je vienne au monde. » Et ça, si tu savais comme c'est venu me chercher, et c'est ce monstre-là dont je veux me débarrasser totalement, parce qu'il y a encore des parcelles de monstres en moi. Puis ça t'amène dans une part d'ombre? Ben oui. Oui. Alors que toi, t'es joyeuse. Ben oui. Je suis une personne... Oui, puis je pense que les gens autour de moi peuvent dire que je suis une personne très joyeuse. Oui. Je suis rarement de mauvaise humeur. Moi, il y a évidemment la bêtise humaine que ça me rend de mauvaise humeur, mais ça, c'est autre chose. Mais non, je suis quelqu'un... Je pense que je suis d'agréable compagnie. C'est pour ça que tu voudrais rester là, tu voudrais rester dans cette zone-là, mais il y a des choses qui te ramènent ailleurs. Ouais. C'est ça ton monstre, dans le fond. Oui. C'est comme s'il vient saboter. Bien, quelque part, ton oui, essence. de temps en temps, oui. Oui. Mais de moins en moins, Marie-Claude, C'est bon, non, mais rassure-toi. c'est pour ça que tu es capable d'en parler. Oui. Mais de toute façon, écoute, moi, j'ai 74 ans, puis tu as le droit de dire que je le fais pas, mais je le Tu les fais pas, Jocelyne. Vois-tu, hein? Le besoin de se faire dire. Non, mais c'est une blague. J'ai 74 ans, je vais avoir 75 cette année. Moi, je suis née en 1950. Et j'aime beaucoup cette petite phrase, même si c'est une phrase toute faite, là. Il n'y a plus de temps à perdre, il y a trop de temps perdu. Alors moi, je n'ai plus de temps à perdre. Parce qu'il m'en reste moins qu'il m'en restait, tu comprends bien. Mais tu es particulièrement en forme. Tu sais, tu dis ton Oui. âge, mais je veux dire, tu arrives de voyage, tu vas repartir, Oui. tu es quelqu'un qui... Écoute, les amis autour de moi, ils savent pas comment je fais. L'âge ne te brime pas. Pas encore. Pas encore, non, mais c'est bien. Tu sais, je veux dire, tu auras vécu au moins 74 ans Oui. en santé. Après ça, bon, le reste, mais c'est beaucoup dans une vie. Là. Oui, et c'est pas le nombre d'accidents. Puis, écoute, C'est ça, je te dis, je suis une personne très chanceuse. Très chanceuse.
C'est bon de le Et la reconnaître. vie m'a donné, j'estime, ma dernière chance le 23 septembre 2023, lorsque j'ai eu, en fait c'est le 22, quand j'ai eu mon accident à cause de l'alcool, et que là j'ai compris. C'est ça un accident de voiture? Non, c'était chez moi, après une soirée trop bien arrosée. Et mes amis sont partis, puis moi aussi. Je suis complètement blackout. Je suis tombée quelque part, je ne sais même pas où, dans mon appartement. Et 2 vertèbres lombaires fracturées, 32 jours à l'hôpital. Alors, pendant ces 32 jours-là, j'ai eu le temps de me sevrer, tu comprends? Et puis, on m'a fait connaître un mouvement qui s'appelle « En sobre ta vie » avec Nathalie Lesage. Et c'est un mouvement pour femmes qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore de temps en temps. Alors, je prends cette chance-là comme étant la dernière chance. Je me dis, si j'ai encore une rechute d'alcool, cette fois-là, ça va être je m'en remettrai pas. J'ose penser comme ça. Donc, ça fait en sorte que tu as peur. Non, j'ai pas peur. Mais est-ce que ça fait en sorte que... Ça fait en sorte que tu éloignes ça le plus possible? Exact. Parce que tu aurais pu paralyser. Ça aurait pu être extrêmement grave. À côté de la moelle épinière, en plus. Oui. Ça aurait pu être fatal. Complètement. Donc, je comprends quand tu dis que c'était ma dernière chance. Oui, je le prends comme ça. Mais la question que je choisis, quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Ben, j'en ai eu quelques-uns. Là, je t'ai parlé d'alcool, fait que je vais arrêter de te parler de ça. Le défi après la mort de Gaëtan Giroir. Mais pour ceux qui ne le savent pas, juste remettre ça en contexte. Alors, Gaëtan, d'abord, moi, j'animais une émission avec Gaëtan Giroir qui s'appelait et qui s'appelle toujours l'émission JE. Mm-hmm. On a lancé cette émission-là en 1993. Puis c'est drôle parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Il y a même des gens qui pensent que je suis encore à JE. Je dis, vous devez avoir une vieille télé. Et Gaëtan Giroir était un être d'exception. Et c'était un grand perfectionniste. Je l'étais aussi, mais lui, une coche au-dessus. Et c'était un être brillant, ce que moi, je ne suis pas et que je n'étais pas. Puis je dis pas ça pour me sous-estimer. Je veux dire, voyons la réalité, là. Gaëtan, c'est un être brillant. Et malgré toute cette intelligence, malgré le succès qu'il avait, il était le chouchou des patrons, il était le chouchou des Québécois. Et à 33 ans, il s'est suicidé. Parce qu'il était en grave dépression. Puis ce qui me tape sur les nerfs, c'est souvent quand on me dit « Ah, il s'est pas suicidé, il a été tué ». C'est pas vrai. Il s'est suicidé et il était en grande dépression. D'ailleurs, je l'ai écrit. J'ai écrit son processus suicidaire dans ma véritable identité, qui est ma biographie. Et donc, pour faire une histoire courte, quand il s'est suicidé, moi, 2 jours avant, je l'avais convoqué pour lui dire qu'il n'allait pas bien. En fait, pour confirmer qu'il n'allait pas bien. Et il m'avait dit à l'époque, je cite, puis je lui avais suggéré évidemment d'aller demander de l'aide, de prendre congé et tout ça, puis il m'avait répondu à l'époque, Jocelyne, te rends-tu compte que si Louis Cousineau, qui était chroniqueur télé à la presse à ce moment-là, écrit « Gaëtan Giroir, congé de maladie pour dépression », il dit « Non, je peux pas accepter ça ». Et 2 jours plus tard, il se suicide. Te dire la culpabilité que j'ai vécue, évidemment. Le regard des autres, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y avait dans le regard des autres? Ben, le sentiment que il y avait des choses que j'avais pas fait correctement. Est-ce que c'est toi qui l'interprétais, le regard des autres? Ben, c'est toujours soi-même qui l'interprète, ça, le parce regard que des autres. les gens te disaient pas ça. Non, pas nécessairement. Et les centaines de lettres que j'ai reçues après la mort de Gaëtan, de gens qui disaient, si Gaëtan Giroir s'est suicidé, pourquoi moi je continuerais de vivre? Ah, ça... Inacceptable. J'en parle, j'en ai encore des frissons. J'ai vécu, sincèrement, là, j'ai vécu assez l'enfer. J'ai vécu assez l'enfer. Puis en plus, tu vois, j'avais 49 ans. Je commençais ma ménopause. J'ai arrêté de fumer. C'est un détail, mais c'est pas un détail parce que... c'est un état. Comme je dis souvent, moi, je suis une ex-grosse fumeuse. Aujourd'hui, je suis juste grosse. Faut bien rire un c'est peu. ton humour, ça, quand même, ça, Jocelyne. Oui, ça, c'est ton humour. C'est mon humour.
Le défi, ça a été d'être capable de continuer, de rester debout, de continuer d'animer JE, malgré en plus les menaces de mort que j'avais, parce que j'avais des menaces de mort. Attends, t'avais des menaces de mort, pourquoi, là? Ben, parce que, évidemment, quand tu passes à JE, ça ne fait pas ton affaire nécessairement. Je comprends ça. Moi, c'était un rapport avec l'émission, avec le propos de l'émission. Avec le propos de l'émission. Oui. C'est pas Jocelyne Cazin, c'est la mais journaliste. Mais t'étais menacée de mort. J'étais menacée de mort. Écoute, j'ai fait la première page du Journal de Montréal, les Hells Angels dans la mire c'est-à-dire Jocelyne Cazin dans la mire des Hells. Tu sais, j'ai vécu ça, moi. C'est ton nom qui est écrit, là. Ah oui. Fait que tout ça, et je suis pas sûre que j'ai été bien appuyée par la direction de TVA. Tu sais, il fallait continuer. Tu le sais, tu as fait de la télé, The Show Must Go On. Oui, oui. Fait que The Show Must Go On, fait que je l'ai fait. Jusqu'en 2001, où j'ai souffert d'une pleurésie, puis alliée à un choc post-traumatique. Moi, je n'avais jamais arrêté. Combien de temps après ça? Donc, Gaëtan s'est suicidé en 99. Oui, c'est ça. 14 janvier 99. Et en 2001, je suis obligée d'admettre, parce que c'est comme 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, choc post-traumatique, imagine-toi. Là. Fait que tu l'as accumulé, ça a grandi là, dans voilà. toi. Donc, est-ce que à ce moment-là, la direction de TVA t'a fait rencontrer un psychologue? Est-ce qu'ils t'ont offert de l'aide? Effectivement. J'ai rencontré, elle s'appelle Joanne de Montigny. Oui. Extraordinaire personne. Oui. Psychologue qui a survécu à un accident d'avion. Bref, elle a été formidable, cette femme-là. Une spécialiste, entre autres, du deuil. Ben oui, tout à fait. Et choc post-traumatique. Oui. Alors, elle m'a beaucoup aidée. Puis après ça, j'ai eu un autre psychologue, Gilbert Richer, je ne sais pas si... qui a écrit L'Enfant Roi. Oui. OK. Un être extraordinaire aussi. Je connais son livre. Un être de lumière. Donc, eux, ils t'ont aidé. Oui, beaucoup. Est-ce que tu camouflais des choses à ce moment-là qui se passaient à l'intérieur de toi pour avoir l'air forte, justement, pour continuer d'être... Mais c'est sûr. Mais en même temps, je suis devenue une personne extrêmement agressive. J'ai des collègues de travail, moi, qui me disaient, Jocelyne, on t'aime pas mal mieux en dehors de la job. T'étais exigeante? J'étais exigeante, j'étais intransigeante. Écoute, j'ai un réalisateur, moi, qui un matin, parce que j'ai pogné les nerfs, comme on dit, qui m'a menacé d'appeler la police. Parce que j'ai... À ce point-là? Ah oui. Écoute, je sais pas si tu t'es promené à un moment donné où c'était au 8e étage qu'on avait l'émission JE. À un moment donné, je sais pas si tu as vu, il y avait un trou dans le mur du corridor. C'est moi qui l'ai fait. T'as frappé dans le mur? J'ai frappé un coup de pied dans le mur. Un coup de pied dans le mur. Et... Ah non. Il y a personne à ce moment-là qui disait, Jocelyne, serait peut-être due pour arrêter? Je me souviens pas. Peut-être qu'on me le disait, mais... C'est peut-être là que la direction aurait dû intervenir. Est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui va pas? Là. Non. Je me souviens pas. Est-ce que tu voyais la peur dans le regard des autres, des employés, des gens qui travaillaient avec toi? Non, pas la peur, mais qui n'est pas facile. Comment tu vivais avec ça? Ben, sentiment de rejet. Moi, le soir, j'arrivais chez moi, puis c'est sûr que là, dans ce temps-là, je prenais du Porto en arrivant. Mais je me souviens pas, par exemple, moi, quand j'animais mes émissions... Pas pendant? Non, je me souviens pas de m'être saoulée la semaine, par exemple. Peut-être la fin de semaine, mais je pense que j'avais quand même... Parce que le travail, j'étais plus une workaholic qu'une alcoolique. T'avais une éthique professionnelle dans tout ça. Ah oui. Mais est-ce que tu étais consciente, à quelque part, que tu provoquais le rejet? Non. Que tu repoussais les autres par cette forme d'agressivité-là? J'avais pas le temps. Je comprends. Fallait qu'ils suivent. Fallait que ça suive. Fallait que Puis moi, il fallait que je lead. Écoute, là, je me suis retrouvée seule à animer JE, là. Puis en plus... il y avait JE en direct. Mais là, j'ai eu un collègue qui s'appelle Alain Laforêt, que tu connais sûrement. Oui, tout à fait. Bon, alors on co-animait l'émission. Puis j'ai animé cette émission-là de Québec aussi.
Tu sais, c'est... Là où était Gaëtan. Là où était Gaëtan, parce que l'émission J.E. en direct devait être produite de Québec pour des raisons du CRTC, là, enfin bref. Ouais. Et donc, Gaëtan animait de Québec et moi, j'animais de Montréal. Mais quand Gaëtan est mort, je suis allée animer de Québec. Est-ce que ça te rappelait tout le temps Gaëtan? Bien, tout le temps, on se rappelait de Gaëtan. Moi, écoute... D'abord, Marie-Claude, il faut que tu saches que quand je me promène, là, même encore en 2025, on me parle encore de Gaëtan. Moi, je ne pourrai jamais oublier la mort de Gaëtan. Mais en plus, parce que tu poursuivais la même émission. Mais oui. Tu sais, je veux dire, tu étais au même endroit, mais lui n'était plus là. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que la relation que je t'écoute, là, que tu avais avec Gaëtan, c'est que lui, il t'a jamais rejeté. Il était là pour toi. Ah non, mais Gaëtan et moi, on était... Tu sais que tu as perdu un collègue, mais tu as perdu un ami, un complice, quelqu'un qui te comprenait, qui te prenait tel que tu étais. Complètement. Gaëtan et moi, on avait un lien d'amitié, il faut le dire, parce que à l'époque... j'avais pas l'air de 15 ans plus vieille que Gaëtan. Et souvent, on pensait qu'on était mari et femme. Tu te rends compte? Et alors qu'on était des amis, on a toujours été des amis debout, là. Je veux dire, j'ai jamais eu aucune relation intime avec Gaëtan. Mais c'est quelqu'un d'important pour toi. Écoute, il a été d'une grande importance dans ma vie. Et écoute, je vais peut-être te faire sourire, mais moi, j'ai mes anges, OK? Mes anges, ce sont des êtres que j'ai perdus, des êtres que j'ai appréciés, que j'ai aimés. Et malheureusement, ils s'en ajoutent toujours de plus en plus. Hein. Je pense que je commence à en avoir pas mal. Là. J'en ai pas loin d'une vingtaine. Mais tous les jours, le matin avant de me lever, puis tous les soirs, quand je me couche, je récite leur nom. C'est comme une forme de méditation, mais en même temps, c'est un exercice de mémoire. Je le prends comme aussi un exercice de mémoire. Je ne veux pas oublier. Puis moi, je veux surtout pas être Alzheimer, mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi. Il n'y a pas de génétique Alzheimer dans ma famille, puis je pense pas que ça va être ça, ma finalité, mais enfin... Alors, donc, Gaëtan, il est parti de moi-même. Il fait partie de moi-même. Puis comme je te disais... Je peux pas l'oublier parce qu'à chaque fois qu'on me voit, Madame Cazin, puis là, le deuxième nom, ça vient Gaëtan. Oui, parce que pour ceux et celles qui n'ont pas vécu cette période-là, c'était très puissant. Vous avez, tu sais, c'était reconnu dans les galas. Je veux dire, c'est une émission qui a révolutionné J.E. parce que vous défendiez les gens, vous défendiez le peuple, vous défendiez contre les injustices. Vous étiez des justiciers. Oui. Et vous aviez peur de rien. Non, ça, c'est sûr. Quand on vous regardait, non, ils vont vraiment cogner à cette porte-là. Il y avait beaucoup d'hostilité face à vous. En voulant rendre justice, vous avez déjà, même si c'était pas enlevé la vie, je trouvais que vous en portiez déjà beaucoup sur vous. Et bon, alors là, tu viens de parler du contenu, mais aussi la forme spectaculaire de l'émission J.E. Ça, c'était du jamais vu non plus. C'est-à-dire le caméraman qui me suit ou qui suit Gaëtan et puis qui va vers la personne que l'on veut, entre guillemets, buster, c'est-à-dire la personne qui a maille à partir avec soit la justice ou qui a fraudé ou en tout cas Là, vous faisiez face. Alors là, on faisait face à ces gens-là. Ils réagissaient pas toujours bien à la caméra. Non. Ben écoute, j'ai quelques pièces d'anthologie, mais une, entre autres, avec Michel Montignac, qui a écrit Je mange donc je maigris, que Dieu ait son âme, parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Et il avait floué des franchisés. Je sais pas si tu te souviens de cette émission-là. Non, je me souvenais pas de celle-là, non. Oui, écoute, ça, c'est une pièce vraiment spectaculaire. Alors, il a floué des franchisés. Il avait vendu des franchises à des Québécois. C'était quand même 50 000, 60 000 piastres. Et il promettait l'exclusivité de ses produits, les produits Montignac. Tu te souviens du pain Montignac? Ah, ben oui, oui, absolument. Bon, sauf que 6 mois après avoir vendu ses franchises, il vendait ses produits à des Super C ou en tout cas des magasins à grande surface.
alors qu'il avait promis l'exclusivité à ses franchisés. Puis évidemment, les grandes surfaces vendaient ses pains ou ses produits moins chers que chez les franchisés. Alors, évidemment, ils étaient venus me voir. Et, en fait, quelques-uns étaient venus me voir. J'avais fait toute une enquête là-dessus. J'avais interviewé des franchisés. Et il était venu au Québec faire la promotion d'un de ses livres ou je sais plus trop quoi. Et j'ai su qu'il prenait l'avion. Alors, je me suis retrouvée à l'aéroport. Je rencontre M. Montignac dans l'aéroport. Mon caméraman qui me suit. Moi, j'ai le micro-cravate. Monsieur Montignac, il me dit oui. Je dis bonjour, Jocelyne Cazin de TVA, de l'émission JE. Ah, bonjour. Il sait pas c'est quoi l'émission JE. Je dis bonjour, j'aimerais vous parler de vos franchisés. Il s'est mis à courir, tu comprends, avec son panier et tout. Puis là, nous, on court après. Un moment donné, il s'arrête. Et puis il me dit vous êtes une sale fouille de merde. Puis là, il m'arrache le micro et tout. Écoute, ça a été vraiment assez spectaculaire. Et comment tu te sentais? Tu sais, il fallait que tu le vives, là. Ben oui. Ben tu disais-tu, on vient d'avoir quelque chose? Étais-tu comme fière de ça? Ça va être de la bonne télé. Mais c'était ça, c'était novateur comme concept d'enquête pour le monde. Oui. Dans le fond, tu le faisais pour les franchisés, mais ça partait toujours d'un ancrage. Et donc, tu as vécu ça avec lui. Après ça, tu te ramasses comme un peu dans ses chaussures, tu sais, tu t'en vas à Québec. Non, je me suis jamais sentie dans mais tu sais, dans le sens non, parce qu'oublie pas que j'animais aussi. Oui, c'est ça, mais une chance que tu animais. Parce que moi, je trouve que ce qu'on t'a demandé, c'est quand même difficile. Tu sais, de l'extérieur, tu travaillais avec, et là, finalement, tu t'en vas comme sur son territoire. Puis il est plus là. Je trouve que c'est un rappel de l'absence. Là, tu viens de toucher un point. Je pense que... Mais là, c'est ma perception. Moi, je pense qu'il y a des collègues de travail qui travaillaient à Québec, parce qu'oublie pas, comme je travaillais à Montréal, j'avais mon équipe à Montréal, puis Gaëtan avait son équipe à Québec. Là, je travaillais avec l'équipe de Québec, et je pense, en tout cas, ça m'a jamais été confirmé, mais je pense qu'il y a des collègues de travail qui s'ennuyaient de Gaëtan, qui se devaient se dire, on aimait mieux travailler avec Gaëtan. Surtout que c'était la période où j'arrêtais de fumer, puis d'ailleurs, je viens de me souvenir, un matin, j'arrive au bureau et j'avais 2 cartons de cigarettes sur le bureau. Qu'est-ce que tu penses que ça voulait dire? Recommence à fumer, Jocelyne, parce que t'es pas du monde. Il y a quelqu'un qui t'avait mis ça, là. Oui. Est-ce que tu as recommencé? Oui. Attends un petit peu, c'est-tu la période... Non, j'ai jamais recommencé à fumer. Moi, j'ai arrêté en 99. Donc, tu t'es pas occupé de ces 2 paquets-là? Ben, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça chiant un peu. Oui, c'est-à-dire ça. Mais les mots sont plus forts que ça. Tu sais, je pense qu'on aurait pu te parler. Ouais. Est-ce que tu penses que tes réactions faisaient un peu peur si on essayait de contourner sans te faire face? Est-ce que c'était... Écoute, tu sais pas, tu n'as pas la réponse à ça, évidemment. Je n'ai pas la réponse. On te l'a pas nommé par après. J'ai jamais entendu des collègues me dire « tu nous fais peur », mais j'ai entendu des collègues qui me disaient en d'autres mots « tu nous fais chier ». Excuse-moi de dire ça comme ça. Je comprends. Tu t'es pas reposante, t'es pas fine. Je l'admets, je suis devenue une personne agressive. Je suis devenue... Parce que t'es en choc post-traumatique. Oui, puis écoute, moi j'ai arrêté JE parce que d'abord j'ai choisi la vie, là, tu sais, les menaces de mort ça commençait à faire. Moi, je me promenais déjà depuis une couple d'années à chaque fois que je prenais mon auto, à regarder en dessous du véhicule s'il n'y avait pas des fils qui pendaient, là. Je vivais ça. Donc je vivais ça. Il y a eu la mort de Gaëtan, comme je disais, ma ménopause, tout ça. Je n'étais plus moi-même. Moi, je ne suis pas agressive normalement. Je suis une personne qui est, comme on a dit, je suis une personne qui est enjouée et tout. Alors, j'ai arrêté JE. Après ça, j'ai animé dans la mire le midi. Hein? Et au bout de 4 ans, ça a été pareil, j'étais plus capable. Puis après ça, j'ai fait de l'éditorial à LCN. Puis l'éditorial... c'est quelque chose qui... Tu sais, on me l'a proposé, mais c'est quelque chose que... Qui suis-je, moi, pour avoir une opinion sur tous les sujets d'actualité? J'étais moins à l'aise dans... J'étais moins à l'aise là-dedans. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? C'est comme les 2 ans qui ont suivi le décès de Gaëtan. Ce que je retiens... Qu'est-ce que tu as appris sur toi par rapport à ça? J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à m'améliorer.
Ça, c'est sûr. Moi, c'est sûr que je ne voulais pas... je voulais pas demeurer dans cet ancrage-là. Non, ça, c'est certain. Parce que, encore une fois, pendant cette période-là, j'ai aussi eu des instincts suicidaires. Tu sais, à un moment donné, c'est trop. Ça te passait par la tête. Oui. Hein? Tu voulais arrêter de souffrir? Oui. Oui, parce que tu sais, quelqu'un qui se suicide, c'est pas quelqu'un qui veut mourir, là, c'est quelqu'un qui veut plus souffrir. Exactement. Et de ce que j'ai lu du suicide, c'est comme un tison qui te brûle dans la cage thoracique. Je sais pas si tu as déjà lu ça. Mm-hmm. Hein, c'est carrément une brûlure dans la cage thoracique. C'est tellement souffrant que tu n'es plus capable de... C'est ça. Donc, je comprends que c'était une période importante de ta vie en même temps. Oui. Importante, mais difficile. Oui. On va passer au niveau rouge, Jocelyne. On change de sujet. Mais est-ce que tu veux continuer? Non. On change de sujet. Parfait. Donc, on s'en va au niveau rouge. Tu vas m'en donner 3 et tu vas répondre seulement à une question dans les rouges. OK. Alors, on va y aller. C'est toi qui vas la choisir. C'est moi qui ai écrit cette question-là. Tu vas voir que comment définirais-tu le sentiment de rejet? Je ne savais pas qu'on allait en parler comme ça avant. Quel est ton rapport avec la mort? À quel moment de ta vie as-tu dû être courageuse? Bien, il y en a au moins 2 que j'aurais aimé répondre, là, mais on en choisit une. Bien, tu peux répondre à 2 si tu veux. À quel moment de ta vie as-tu dû être courageuse? On a-tu 3 heures? T'as eu beaucoup de moments où tu as dû être courageuse? Je pense que au travers de tout ce qu'on vient de se dire, de ce que je viens de te dire, je pense que tu as dû comprendre qu'il y a plusieurs moments où j'ai dû être courageuse. Oui. Mais tu vois, parlant de courage, je lisais dernièrement, tu connais Julie Drolet? Oui. Bon, qui vient de se sortir de la chimiothérapie, oui. Qui a eu un grave cancer. Pour moi, ça, c'est le vrai courage. Tu sais, écoute, c'est grave ce qu'elle a vécu, là. Puis, tu sais, c'est une fille quand même jeune, là. Elle n'a pas la cinquantaine, non, Julie. Je pense pas. Je pense que dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Une femme brillante. Moi, c'est une de mes meilleures au niveau de la lecture de nouvelles. Bref, si on veut parler de courage, je trouve que cette femme-là, Julie Drolet, c'est vraiment une femme courageuse parce qu'elle a passé au travers de son cancer et de façon extrêmement constructive parce qu'elle a décidé, avec les capacités qu'elle avait, puis j'ai trouvé qu'elle en avait pas mal, là, je sais pas si tu l'as suivi, oui. Elle a fait des revues de presse sur son Facebook. Oui. Ce qu'elle a partagé. Elle a partagé. Oui. Donc, elle allait chercher des articles dans tous les magazines, les journaux à travers le monde qu'elle traduisait. En tout cas, peut-être qu'elle a été aidée pour la traduction, mais enfin, bref. Mais elle avait cette volonté. Mais elle avait cette volonté. Les gens. Donc, elle aussi, c'est une battante. Oui. C'est une battante qui a décidé de se dire, c'est pas vrai que la maladie va prendre le dessus sur moi. Et la preuve en est, elle est encore là aujourd'hui. Puis je suis très confiante qu'elle... Tu veux pas te comparer à Julie? Je veux pas me comparer à Julie. Mais c'est vrai que je dirais que de passer au travers tout ce que j'ai passé, c'est-à-dire, bon, d'être intimidée quand j'étais enfant, d'être capable de faire ma vie professionnelle à travers toutes les embûches sexistes et tout ce que tu veux. Je pense que ça prenait un certain courage aussi, d'être capable d'être capable de continuer à vivre ma vie professionnelle. Je pense que ça prenait un certain courage d'être capable de continuer à vivre après Gaëtan. Ça prenait aussi un certain courage d'être capable de vivre sobrement. Oui, ça prend un certain courage aussi. Donc, oui, il y a une forme de courage, mais je veux pas la comparer au courage de Julie Drolet qui, pour moi, pour moi, ça, c'est... Mais c'est ton histoire. Ben oui, c'est vrai. Probablement que si je posais la question à Julie Drolet,
elle dirait, je peux pas comparer mon courage à quelqu'un d'autre, tu comprends? Oui, je comprends. Mais il reste que le courage, c'est quand on a le courage d'entrer dans l'arène, de faire face et de pas donner l'importance au regard des autres. Oui. De faire ce qu'on veut faire. Oui. Ce qui nous guide. Oui. Et ça, tu l'as fait. Il y a la prière de la sérénité que j'ai empruntée aux alcooliques anonymes. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. OK? Ce que je ne peux pas changer, c'est évidemment ce qui est extérieur à moi. Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux. Et ça, c'est moi. Ça me prend du courage. Alors, à chaque fois que j'ai survécu à ces instincts suicidaires, je pense que ça m'a pris une certaine forme de courage. Est-ce que ça fait longtemps que tu en as eu, des instincts suicidaires? Pas si longtemps. OK. Donc, mais ça passe tellement vite maintenant. Sincèrement, ça passe tellement vite. L'idée... Ça va être chouk. Qu'est-ce que tu fais c'est comme un courant d'air. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, quand ça t'arrive? Je m'occupe. Comme je t'ai dit, je vais faire mes longueurs de piscine. Je sors avec mon petit chien. Moi, j'ai un petit chien maintenant. Je me cherchais un 2 pattes, je l'ai pas trouvé, fait que j'ai acheté un 4 pattes. Mais est-ce que tu es seule dans ta vie? Oui. Est-ce que c'est... C'est-à-dire, j'habite seule. Oui. Mais est-ce que c'est souhaité? Non. C'est pas ton souhait. Mais non. Est-ce que ça... Puis tu sais, ce qui est plate, puis j'ai des amis qui me disent ça parce que moi, tu sais, j'ai ouvert mon jeu. Oui. Ma véritable identité, c'est pas parce que j'ai été espionne. J'ai donc révélé ma bisexualité. Alors, j'ai des amis qui me disent, franchement, il y a les hommes, puis il y a les femmes, puis il y a personne qui te regarde. Je dis non, il y a personne qui me regarde. Ça aussi, ça me fait suer. Je comprends pas, je suis quand même pas un pichou, là. Est-ce que toi, tu regardes les autres? Ben oui, je regarde, mais c'est vrai que... En fait, les gens qui me plaisent, puis je te dirais surtout les hommes, ils sont occupés. Tu veux dire qu'ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie? Puis j'ai beau dire, je suis pas jalouse, mais c'est pas même ça marche. Non, exactement. Donc, tu en as rencontré qui auraient pu être dans tes goûts, là. En fait, quelqu'un que tu aurais voulu faire un bout de chemin avec, mais ils sont pas libres. Oui. Puis, tu sais, les gens me disent, tu fais peur aux hommes. Ben oui, mais arrêtez d'avoir peur, messieurs. Écoutez, prenez la peine de venir voir la vraie Jocelyne, pas la madame de la télé. Parce que c'est ça le problème quand t'es connue, hein, tu sais. Oui, puis en plus, toi, tu te défendais. Ouais. T'allais au front. Voilà. Ça fait qu'on voit ton côté battante, guerrière. C'est ce qu'on voit de toi. Alors, ça fait peur. Alors, t'as autre chose à offrir que ça. Oui, beaucoup d'autres choses. Moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je suis épicurienne, même si je ne bois plus. C'est pas grave, je suis capable quand même d'avoir du plaisir. Sexuellement, je suis encore très en forme. En tout cas, je le crois. Ça fait une couple d'années, là, je ne sais plus. Ça veut dire que tu pratiques moins. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que tu vas sur des applications? Est-ce que tu fais... J'y suis allée. Ah, les pichous. Les pichous qui se montrent à moi, là, ça n'a pas de bon sens. Écoute, mon Dieu, je devrais pas dire ça. Je comprends pas que des hommes se présentent à poil, c'est-à-dire quand je dis à torse nu, on va dire, la casquette à l'envers. Écoute, je trouve qu'on est dans une drôle de société. Je trouve que ça manque de prestance. Ça manque de classe. De classe, oui. Hein? Ça fait qu'eux autres, tu vas pas les... Ben non, c'est sûr. Est-ce que tu as fait des rencontres? Est-ce que tu Ah ben j'en ai fait. Oui, j'en ai fait. Comment tu vis ça, ces rencontres-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, je veux dire... c'est-tu malaisant? Quand tu le sens pas, est-ce que tu es capable de vite te sortir de là? Oui. Parce qu'il y en a pour qui c'est plus complexe. Non. Moi, à chaque fois... tu sais, je n'ai plus envie de me mentir à moi-même, alors je ne vais pas mentir aux autres. Non. Alors, je le dis. Bon, il y a un monsieur que j'ai rencontré, au bout de 5 minutes, je dis, je pense qu'on va arrêter ça là. Hein. Puis il avait compris aussi. Est-ce que tu aurais fait, toi, participer... Est-ce que tu participerais à Si on s'aimait encore, si on s'aimait? Plus Si on s'aimait, dans ce cas-là, avec Louise Sigouin à TVA. Oui, j'ai vu quelques fois...
Peut-être, là, il faudrait... Si on me trouve quelqu'un, oui. C'est parce que c'est vraiment intéressant. Oui? Ben, tu sais, le fait de voir c'est quoi le pattern, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi j'ai des attentes, pourquoi ce sentiment de rejet-là, est-ce qu'il vient interférer dans mes relations amoureuses aussi? Oui. Est-ce qu'il y a comme une exigence? Je veux pas être Louis Sigouin, mais c'est le genre de cheminement. Des fois, les gens vont pas sortir amoureux et amoureuses, mais ils vont se connaître plus à la fin. Ah ben, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui. Bon, ben, on le dit, là, peut-être que Jocelyne serait intéressée. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnalités publiques cette saison-ci, c'est Si on s'aimait célébrité. C'est avec des gens qu'on connaît. Bon, oui, ce serait bonne. Tu sais, et puis aussi... c'est que j'ai pas nécessairement envie de vivre avec la personne. Oui, mais ça se comprend. Un peu comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire chacun vit de son bord. Tu sais, j'ai pas envie de... Puis aussi, je suis un petit peu cougar, moi. T'aimes les jeunes? Je les aime un peu plus jeunes, oui. Okay. Fait que c'est compliqué. Quand tu as 74 ans, est-ce qu'un monsieur de 60 ans a envie de moi? Jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air d'être ça, là. Mais toi, c'est ceux-là que tu regardes. C'est les hommes dans la soixantaine. Oui, oui. Niveau Eros et compagnie. Oh là là, et vraiment, oui, on s'en va ailleurs. On s'en va. On peut être spirituel dans l'érotisme aussi. Oui, absolument. Ouais, comment ça s'appelle? Voyons le centrisme. Oui. C'est une forme de spiritualité dans la sexualité aussi. Okay. Alors voilà. C'est ça, le centrisme. On va être obligé de parler de Caroline Néron. Ah, ben. Alors là, tu as 4 questions. Tu vas m'en donner 3. Excuse-moi, là, c'est moi qui ai été étouffée. Oui, ben moi aussi, j'ai un petit chat. Alors, je vais te les lire. Voilà. Tu réponds à une question. Es-tu à l'aise avec la nudité? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Qu'aurais-tu voulu savoir sur la sexualité à 20 ans? Ah, ben, je vais te répondre es-tu à l'aise avec la nudité? Parce que quand j'étais enfant, mon père, surtout, pratiquait le nudisme à la maison. Comme je t'ai dit, c'est des Français. Alors, les Français sont beaucoup plus à l'aise avec la nudité que les Québécois en général, qui sont beaucoup plus prudes. Et quand je me suis retrouvée pensionnaire en 5e année, moi, le premier soir, dans le dortoir de ma cellule, on appelait ça une cellule, là, ma petite chambrette, jusqu'au lavabo, je m'en vais là, nue. Je me promenais toute nue à la maison, moi. Il n'y avait pas de souci avec ça. Écoute, j'en ai mangé une maudite, hein? Oh, OK. Ben oui. Là, la sœur m'a attrapée. Qu'est-ce que tu fais toute nue? Et j'ai été 1 heure à genoux devant la Sainte Vierge, la statue de la Sainte Vierge. Alors, quand je suis arrivée le vendredi soir à la maison, là, c'est là qu'il y a eu comme... Ah oui, ça, on aurait pu parler de ça, mais ça comme... Il s'est passé de quoi d'épouvantable dans ma tête, parce que la nudité devenait mal. C'était un péché. Alors, imagine, on vit dans le péché chez moi, mon père qui se promène nu, ma mère pas trop. Ma mère était un peu plus prude, mais c'est mon père qui se promenait nu. Alors, j'ai dit à mon père, « Papa, tu peux plus te promener nu, c'est un péché. »« Je suis chez moi, je fais ce que je veux à la maison. » Écoute, j'étais-tu en conflit? En dualité complètement. En dualité complètement. Ben oui. Fait que ça a été... La nudité, pour moi, ça a été ça enfant. Mais plus tard, moi, je me suis toujours promenée nue chez moi. J'ai même été dans des camps de naturistes plus jeunes, quand mon corps... avait pas de problème. Et qu'est-ce qu'on ressent dans un camp de naturistes? Qu'est-ce que ça change d'être nu avec les autres? Il y a une forme de liberté. Il y a une forme... N'oublie pas, là, je suis dans la vingtaine, trentaine. Oui. Alors, tu sais, on se fait des accroires aussi, là. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire, on se fait des accroires? Tu penses que tu es libre. Okay. D'être nu, je comprends. C'est associé à une forme de liberté. C'est comme si tu montrais complètement qui tu es à quelque part. Absolument. Et d'ailleurs, tu viens de me rappeler un autre souvenir, ou je viens de me rappeler un autre souvenir. Je suis avec 2 gars, 2 Américains et ma meilleure amie. On s'en va vers l'Arizona. Puis en Arizona, il y a un désert où il me semble que c'est écrit « Out of Frontier », ou en tout cas, il n'y a pas de frontières.
Et tous les 4, on est arrêtés. On était en 2 autos. On s'est arrêtés, puis tous les 4, on s'est déshabillés complètement. Puis on courait, on gambadait dans le désert. On avait le droit. C'était une forme de liberté. La nudité, pour moi, c'est comme une forme de liberté. T'as pas de barrière, t'es pas inhibé, t'es libre. Tu caches rien. Tu caches rien. Puis en plus, c'est extrêmement confortable. Moi, je dors nue. Je dors nue dans mon lit. Je suis confortable. Est-ce que tu gambades encore nu? Des fois. Chez moi, oui. Des fois. Quand il fait chaud, là. Ah, oui. Mais ça fait que toi, tu as été allé dans les camps nudistes. Moi, j'ai pas connu beaucoup de gens qui sont allés dans des camps nudistes. Oui. Mais là, tu retournes plus maintenant. Ah, ben non. Non. Est-ce que c'est à cause de ton corps, tu retournes plus? Non, ça n'a pas donné. Mais sinon, tu pourrais retourner. Écoute, je suis pas sûre que je montrerais mon corps comme ça à tout le monde aujourd'hui. Je suis pas certaine. Puis aussi, tu sais, il y a toujours cette petite gêne quand tu es un peu connu. Ah, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. C'est pas sûr, là, non. Ça change la donne. Oui, ça change la donne dans bien des affaires. Mais je trouve qu'elle être à l'aise avec son corps comme tu l'es quand même, ça apporte quelque chose. Est-ce que ça apporte quelque chose? Mais ce que tu me disais, là, d'aller gambader comme ça avec des amis, je veux dire, c'est comme si tu n'as rien à cacher. Moi, j'aime ce que tu racontes par rapport à ça. Oui. Il y a une liberté chez moi qui existe par rapport à bien des choses et donc par rapport à la nudité. Tantôt, tu as parlé rapidement de la bisexualité, ce que tu as dit dans un livre, justement. Tu en as parlé dans ta biographie. Est-ce que ça, c'est compliqué, la bisexualité, à se l'avouer? Parce que tu es arrivé à un moment où on n'en parlait pas tant sur la place publique, la bisexualité. Oui, mais moi, ça fait pas des années que je me suis révélée. Mais tu le ressentais, je veux dire, au-delà de le révéler, au moment où tu te dis, OK, moi, j'aime autant les hommes que les femmes, se l'avouer, est-ce que c'est quand même un chemin qui était difficile de se l'avouer, de le comprendre? C'est une bonne question, ça. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire là-dessus. C'était plutôt de l'avouer aux autres. C'était de l'avouer, parce que parce que moi, j'ai été dans le placard pratiquement toute ma vie là, par rapport à ça, sauf en 2020 où j'ai osé révéler ma véritable identité par rapport à ma sexualité. Mais écoute, honnêtement, c'était un secret de polichinelle, ça, je le sais aujourd'hui, là. Tu sais, les gens, probablement que tu le savais aussi. Même pas, non. Non, tu savais pas? Non, mais ce que je te demande ça parce que, est-ce que tu avais des modèles de personnes qui étaient bisexuelles? Bisexuelle, non. Parce que moi, c'est la bisexualité. L'homosexualité, c'est une chose. Mais la bisexualité, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, tu dis, il faut que... est-ce que tu savais que ça existait, la bisexualité, quand tu étais jeune? Pas du tout. Je savais même pas que l'homosexualité existait. Moi, je suis tombée en amour. Le premier chum de qui je suis tombée en amour, quand il m'a annoncé qu'il n'était pas du bon bord pour moi, je savais même pas ce que ça voulait dire, puis j'avais 15 ans. Okay. Là, tu as dit quelque chose de vraiment, vraiment important, puis là, il faut... Merde, j'haïs ça, moi, quand j'ai mais tu sais, je t'ai demandé si... Ah oui, c'est ça que j'allais te dire. D'abord, j'ai pas toujours su que j'étais bisexuelle parce que j'ai pensé que j'étais devenue homosexuelle. Mais moi, je suis devenue homosexuelle et je l'ai écrit dans mon livre, puis je sais que ça fait pas l'affaire des homosexuels quand je dis ça, par dépit. Parce que j'ai été rejetée par les hommes de ma vie. Mon père puis mon amant m'ont rejetée parce que j'avais pris 50 livres. Tu comprends? Puis mon amant m'a dit, écoute, je t'aime bien, mais je suis pas capable de coucher avec toi, t'es trop grosse. Puis mon père, quand il m'a vu revenir, je suis revenue de l'Ouest canadien après 6 mois, j'avais pris 50 livres dans l'Ouest canadien, et là, il a dit à ma mère, quelle horreur, viens voir ta fille. Alors, donc, ça a été mes premiers rejets face à ça. Puis ça a pris quand même une couple d'années. Puis c'est une femme qui est venue vers moi. Moi, j'ai jamais pensé que j'allais devenir homosexuelle. C'est une femme qui est venue vers moi. Puis comme j'étais toute seule, je suis tombée dans ses bras. Puis j'ai vécu 20 ans avec des femmes après. Mais à un moment donné, je suis retombée dans les bras d'un homme. Puis j'ai aimé ça aussi. Alors, d'où la définition de bisexualité. Parce que j'ai aimé être avec une femme.
Mais j'ai aussi aimé être avec un homme. Ça, le sexe n'est pas une barrière. Non. En fait, la personne, ce qu'elle révèle. Non, j'aimerais bien juste, moi, être avec quelqu'un avec qui je suis bien, que ce soit un homme ou une femme, mais aujourd'hui, préférablement avec un homme. Pourquoi? Je vais l'avouer, parce que c'est plus simple et plus facile. Dans le regard de, dans le regard de l'autre, dans la société. Voilà. Est-ce qu'on est plus libre quand on peut aimer les deux sexes? Ben, en tout cas, j'ai plus de choix, mais là, il faut croire que oui, mais dans une période de ta vie, quand même, de dire, tu sais, il y a comme un potentiel qui est doublé, en quelque part. Oui. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, moi, je ne suis pas bisexuelle, je suis hétéro, mais je trouve que dans la bisexualité, il y a quand même une liberté qui est là. Je dis pas dans le couple nécessairement, ça veut pas dire que c'est un couple ouvert parce qu'on est bisexuel, mais il reste que quand la personne, peu importe le genre, on peut aller plus loin. Tu touches un très bon point, Marie-Claude. Ce que je te dirais là-dessus, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit supplémentaire, à mon avis, ou complémentaire, dis ça comme tu veux, parce que justement, j'accepte la bisexualité. Donc, je ne mets pas une phrase toute faite, je ne mets pas de limite à mon amour. Oui, c'est ça. Hein? Alors que, puis d'ailleurs, ça se voit ces temps-ci, là, apparemment, que les homosexuels redeviennent ostracisés. Oui, il y a un recul. Il y a un recul, oui. Mais de toute façon, il y a un recul partout dans notre société. Oui. Regarde la droite américaine, qui est en train d'influencer sur notre société à nous-mêmes. Bref, alors moi, j'estime que parce que je me permets de vouloir vivre l'un ou l'autre, ben ça me donne une ouverture d'esprit supplémentaire sur quelqu'un qui, lui, est même fermé à l'homosexualité. Mais je comprends, bien fermé. C'est-à-dire que fermé, tu veux dire dans le vivre? Non, mais même dans l'accepter. Je comprends, parce que c'est ça, je comprends, parce que le vivre, il faut quand même le ressentir. Non. Mais dans l'acceptation. Dans l'acceptation, évidemment, tout le monde n'a pas envie. Mais je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'émissions avec des gens qui étaient en réassignation de sexe. Donc, des gens qui avaient une dysphorie de genre, tu sais, qui naissent pas dans le bon corps, puis qui décident un jour de le nommer, tu sais. Des fois, ça prend des années, puis bon. Et j'ai l'impression que ces gens-là vivent un recul aussi par rapport à l'acceptation. Je trouvais social, que mais je trouvais qu'au fil du temps, on allait dans le bon sens. Moi, j'ai une sensibilité particulière aux gens qui ont une dysphorie de genre parce que c'est tellement quelque chose que tu décides pas. Puis imagine, tu te sens pas dans le bon corps. Quelle souffrance que cela peut avoir. Ben, moi, j'ai un ami, une amie, parce qu'il est transgenre, puis des fois, il est en homme, puis des fois, il est en femme. Puis je lui dis de façon très amicale, t'es donc bien chanceux ou chanceuse, parce que, d'ailleurs, il m'a envoyé, ils sont en Europe actuellement, et il m'a envoyé une photo en femme, et puis un peu plus tard, dans les heures qui ont suivi, il m'a envoyé une photo en homme. J'ai dit, t'es donc bien chanceuse. Toi, tu sais, moi, je suis bisexuelle, mais lui, il est bisexe. Il se promène d'un sexe à l'autre. Lui, il fait d'un sexe à l'autre. C'est ça. Puis il y en a, ben, ils vont, comme moi, si j'étais transgenre, ben, je voudrais être un homme. Tu comprends? Mais le chemin pour y arriver est complexe. Quelle souffrance. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, je te dis, des fois, je vois qu'ils sont plus ostracisés qu'ils l'étaient il y a 5 ans. Ah, écoute, c'est effrayant. On s'en va pas dans le bon sens, là. Marie-Claude, moi, je vais même te dire, je n'aime pas la société dans laquelle on est en train d'entrer. Je n'aime pas. Je suis inquiète, puis je suis contente. Tu sais, si j'avais un regret à avoir, ce serait, entre autres, moi, j'ai eu un fils que j'ai perdu, donc ce serait de ne pas avoir d'enfant. Mais quand je regarde la société dans laquelle on est, là, puis qu'on s'en va, là, je regrette plus. J'ai de la peine pour les plus jeunes. Mais en même temps, tu sais, c'est des hommes et des femmes qui régissent le monde. Ben oui. Alors, il faut que nos décideurs... Surtout des hommes. Il faut que nos décideurs nous ressemblent. Tu sais, c'est des époques en même temps. Moi, je garde espoir, Jocelyne.
je garde espoir que... Oui, parce qu'il y a le retour du balancier. Oui, il faudra que... Tu sais, je trouve que là, on commence à trouver que ça va trop loin. Il va falloir qu'on se lève et qu'on ramène. C'est affolant. Ouais. C'est affolant. Oui. Oui, parce que là, les gens deviennent vite marginaux. On devient vite accusateurs. On n'a pas des heures, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, on soit si ouvert et tout d'un coup, on est en train de se refermer? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des plus jeunes? Qu'est-ce qu'on leur a fait, nous, les baby-boomers, puis les parents? Il s'est passé de quoi, là? Ça n'a pas de sens. C'est dur à répondre à ça. Tu sais, parce que ça se passe un peu partout dans le monde en même temps. On n'est pas les seuls. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il y a comme une individualisation. Ah. On a des croyances aussi. Tu sais, on parle des chaînes spécialisées quand c'est arrivé, comme par exemple LCN ou Canal Vie, moi et compagnie, peu importe. On écoute la chaîne, on écoutait la chaîne qu'on veut à la télé, c'est encore comme ça, par exemple. On peut écouter des émissions de cuisine à la journée, on peut écouter des émissions de déco à la journée, peu importe. Puis, je te dis ça, là, puis ça n'a aucune valeur scientifique, là, mais maintenant, on peut écouter aussi des chaînes de YouTube de gens. On peut écouter quelqu'un, au lieu d'avoir les masculinistes. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir un curé à l'église qui nous dise quelque chose ou peu importe, on peut avoir un maître à penser. Et se faire laver le cerveau complètement. Ben, c'est-à-dire que tu peux le faire chez toi sur ton téléphone. Tu comprends, ça rentre partout. Oui. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer ces influenceurs, parce que je parle de micro-influenceurs dans le sens de la planète. Ben, ce que ça fait, ça vient chercher quand même des millions et des milliers de personnes en bout de ligne. Et c'est pour ça que je dis bravo à Bernard Drinville, qui a décidé de faire interdire le téléphone cellulaire dans les écoles, parce que ça va faire ça au moins de moins. Parce que, tu sais, c'est aussi ça, le drame de l'intimidation qui n'arrête jamais, parce que ça tue partout. Alors moi, j'ai l'impression qu'on a individualisé notre façon de penser. Ça fait quelques années qu'on est devenu une société individualiste. Oui, mais sauf là, on que... dirait que ça s'empire. Mais c'est-à-dire que les leaders, qu'ils soient positifs ou négatifs, ont de plus en plus d'espace dans le cyberespace. Complètement. Et ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de langue, tu comprends? C'est pour ça que des gens de partout peuvent se joindre derrière quelqu'un. Donc, si pour nous, c'est quelqu'un d'une mauvaise influence, il reste que cette personne-là n'aurait pas eu d'influence avant. Puis ça n'a pas fini de s'arrêter parce que l'intelligence artificielle... Oh, attention, là. On va faire dire ce qu'on veut à Marie-Claude Barrette ou à Jocelyne Cazin. Moi, c'est déjà arrivé, tu sais. Moi, je suis déjà là. Ben oui, tu l'as Mais vécu. c'est ça. Donc, puis là, tu sais, présentement, je le dis, je le sais, les gens vont dire, mais parce qu'à tous les jours, je réponds à des gens, je ne vends pas de médicaments contre l'arthrite. Parce que là, on s'est servi de l'intelligence artificielle avec ma voix, puis tout ça. Je ne vends, en fait, rien du tout, à part que des abonnements au Marie Club, qui est une plateforme de mieux-être. C'est tout. Le reste, et là, même, des fois, on me dit, mais ta plateforme, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un spam? Mais je ne vends pas de produits et c'est tellement choquant, tu sais, de me faire dire... C'est un viol? Ben oui. C'est un viol. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut qu'on se protège de ça. Mais je pense que quand même, cet espace-là, ça fait des dégâts en silence. Puis à un moment donné, ces gens-là s'élèvent, revendiquent. Et là, tu dis, OK, finalement, c'est bien plus grand qu'on pensait. Oui. Parce que c'est insidieux. On voit pas ça dans notre télé. Complètement. Dernière question. Et on a-tu des choses à se dire? C'est fou. Question Opto-Réseau. Si tu regardes l'ensemble de ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? La question douce. D'être ici aujourd'hui avec toi, c'est-à-dire d'avoir réussi à passer au travers toutes les embûches, de m'être tenu debout ou de m'être relevé. Mm-hmm. Je me suis souvent relevée. Je pense que je suis pas mal fière de ça. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la personne. Mais évidemment, mon parcours professionnel, ça aussi, je veux dire, combien de fois je me suis dit que j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais pas d'affaires là, tu sais. Moi, j'ai pas de bac universitaire. T'as eu ça, toi, le syndrome de l'imposteur? Mon Dieu, quasiment toute ma vie professionnelle. Ah, ouais? Ouais. Ah oui. Ah, ça, j'aurais pas cru ça, Jocelyne. Ah, écoute. Ouais. Donc, en dedans, il y a quelque chose qui était plus petit que ce que tu dégageais. Complètement. Complètement. Moi, les gens, ils me disent, mon Dieu, vous avez l'air si forte. Oui, mais je suis si petite en dedans. Mais ça prend de l'énergie. Ah!
Se grandir de l'extérieur. Oui. Oui. Ben ça, je pense que c'est dû à ma mère. La génétique de ma mère, ça. Ça, je dois lui dire merci pour ça parce que, je suis plus petite que j'en ai l'air. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens encore comme ça ou tu sens que tu arrives à l'équilibre entre ce qu'on voit à l'extérieur et ce que tu ressens à l'intérieur? Oui. Non, je suis de plus en plus en harmonie avec moi. Ben, une chance. Ouais. Une chance, hey. Plus que tu es en harmonie, sûrement que tu as moins le sentiment du rejet. Moins. Parce que tu vas chercher à l'intérieur de toi. Oui. Tu n'as pas besoin de ça pour combler. C'est que j'arrive à me parler plus vite. J'arrive à me reconnecter plus vite sur ce que je suis vraiment. Parce que le sentiment de rejet, malheureusement, comme je t'ai dit, il passe encore une fois de temps en temps comme un courant d'air. Mais il est pas mal moins fort. Parce que, écoute, s'il y a quelque chose que je ne veux plus dans ma vie, c'est ce besoin du regard des autres. Je veux plus ça. Mais d'être capable de le nommer, c'est une fierté aussi. Ouais. De dire, je mets le doigt dessus, je le dis haut et fort. Ouais. Donc, ça, c'est comme une grande volonté de changement. Je vais dire quelque chose aux gens. C'est quand même moi qui t'ai sollicité. Hein. Oui. Puis, je t'ai même... Puis tu me répondais pas. Puis je t'ai ressollicité. Mais je te répondais pas dans quelques jours. Là. Oui, bien là, c'est beaucoup quelques jours. C'est ça. Non, mais je comprends. J'ose le dire aux gens qui nous regardent. Parce que je suis pas toujours sollicitée. Je comprends. Je sollicite parce que je veux continuer d'exister. Moi, la grande frayeur que j'ai dans ma vie, c'est de ne plus me sentir utile. Ça, c'est une grande peur que j'ai. Et de ne plus exister. Je veux continuer d'exister. Mais tu sais, être sollicité, moi aussi, je sollicite. Tu sais, je pense, à un moment donné, j'avais interviewé Denis Bouchard, qui m'avait dit, tu sais que moi, on m'a jamais offert un rôle. J'ai sollicité, oui. Ouais. Mais il a créé ses emplois, Denis. Alors ça m'avait... Je suis pas toute seule. Ah ben non, mais c'est pour ça, je veux dire, j'ai rencontré plein de gens. On pense tous que tout le monde est sollicité, Jocelyne. OK. Ben là, tu vois, ça vient de m'enlever un poids. C'est pas ça qui se passe. On crée nos choses. On avance. Ouais. On n'est pas en train d'attendre parce que être sollicité, c'est attendre aussi. Oui. Et de dire je suis là. Tu vois, moi, j'ai répondu parce que j'étais complètement débordée, mais je t'ai répondu, je savais qu'il fallait que je te réponde. Moi, j'ai ce défaut de ne pas répondre immédiatement puis pas de mettre des emojis de cœur, de bonhomme, sourire et tout ça. Moi, c'est oui, non, je te reviens. C'est à peu près mes mots que j'ai. Mais c'est correct, t'es occupée. Ben, non, mais c'est dans le sens que je le vois passer, il faut que je réponde, puis là, à un moment donné, il y a 56 000, puis là, un matin, genre, OK, là, je vais reculer. Bon, pas répondu à tu sais, tu comprends, il y a un matin, là, je réponds, je fais comme, OK, je fais mon bilan, parce qu'avant, on répondait pas vite comme ça. Tu sais, les textos, c'est rendu que même moi, tu sais, moi aussi, si j'écris à quelqu'un, je dis, on m'a pas encore répondu, ça fait 24 heures. C'est complètement fou. Mais c'est fou ce qu'on est en train de créer, cette espèce d'urgence. D'autres monstres. D'autres monstres. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, solliciter... ça fait partie de la vie. OK. Bon, ben OK, je vais être moins complexée. Mais oui, sois pas complexée. Tu m'as répondu. Il y a un animateur... Oui, il y a une émission, je ne suis pas obligée de dire laquelle, là, mais où je trouve qu'il me semble que j'aurais eu des choses à dire et j'aurais vraiment aimé passer à cette émission-là. Alors, j'ai sollicité l'animateur puisqu'on était amis Facebook. Jamais il m'a répondu. Jamais. OK, mais ça, c'est une différence de ne pas répondre. C'est épouvantable. Ça vient me le sentiment de rejet, là, puis je trouve ça épouvantable. Écoute, dis-moi non, mais dis-moi quelque chose. Oui, c'est ça. Tu peux prendre la réponse. Ben ouais, du moment que tu sollicites, il faut que tu acceptes que ça sera peut-être oui, ça sera peut-être non. Oui, non, mais j'accepte qu'on me dise non. C'est ça, exactement. Mais prends la peine de me répondre. Ben oui. Alors ça, parce que là, c'est le doute qui s'installe. C'est épouvantable. Puis, tu sais, je pense que... Puis tu le sais, on veut pas être has-been. Hein?
Puis moi, à 74 ans, j'ai la chance de penser que je ne suis pas encore has-been parce que quand même, depuis 2008 que j'ai pris ma retraite de TVA, je trouve que j'en ai fait des choses. J'ai écrit 4 livres, d'ailleurs, le dernier, Funeste récolte. Non, mais tu sais, je donne des conférences, j'anime des congrès. Bref, j'arrête pas, puis je donne des entrevues. Je trouve ça super chouette. Je fais du bénévolat, moi, tu sais, je suis impliquée avec la sclérose en plaques depuis 2003. J'ai 4 amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Fait que je trouve ça chouette. Mais je veux surtout pas être has-been. Comme j'ai dit, je veux continuer d'exister. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une autre petite affaire, moi, j'ai encore des projets, j'ai encore des désirs. Eh bien, imagine-toi qu'en 2008, j'ai eu le grand honneur de jouer dans Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. C'était une commande de Monique Giroux avec Denise Filiatro pour le 40e anniversaire des Belles-Sœurs. Alors, on a joué au Rideau Vert et nous étions une quinzaine de femmes, pas du tout issues du milieu du théâtre. Et j'ai adoré mon expérience, d'autant plus que j'ai joué le rôle de Denise Filiatro, qu'elle avait joué en 1968, Rose Ouimette. Puis ça a super bien été. Et là, imagine-toi que je me suis mise dans la tête que j'ai envie de jouer. Ah! Ouais, je veux jouer. Alors, je me suis inscrite à une agence d'artistes, l'agence Johnson. Puis là, elle a mon CV, puis tout ça. Puis là, je lui ai envoyé justement la vidéo, l'extrait des Belles-Sœurs. Mais là, il va falloir que je fasse évidemment un démo pour montrer que je suis capable de jouer. Mais c'est donc bien extraordinaire. Ouais. Mais tu vois, toi, t'as pris les devants. Oui. Je pense fondamentalement qu'on doit prendre les devants et surtout pas sentir un rejet si on nous appelle pas. Tu comprends? OK. Parce que c'est de prendre sa place. Oui. De prendre la place que tu as envie d'avoir. Et c'est bien que tu dises ta place et non pas la place de quelqu'un d'autre. Non! Moi, je pense que j'ai toujours pris ma place. Ben oui. Y a peut-être des gens qui ont eu l'impression à un moment donné que je prenais leur place parce que c'est vrai que je prenais beaucoup de place, mais j'ai jamais voulu prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Alors, continue de prendre ta place. Merci, Jocelyne Cazin. Et ça a été chouette. Très belle rencontre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde. Puis on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.